Salut les crinqués! Depuis la nuit des temps, l'être humain veut amener partout avec lui son univers. Ce qu'il fait vivre, ce dont il a besoin et ce qui le divertit. Pour les 30 ans du Game Boy et pour l'épisode 1980, 80, on n'est pas rendu là, 80e épisode, on parle de portabilité. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast des crinqués. J'ai dit podcast 1980 parce que je pensais aux années 80 cette semaine, justement à cause de la portabilité. Et salut les gens qui nous écoutent, justement, qui nous amènent où ils veulent, qui nous écoutent quand ils veulent. On est un produit de la portabilité, finalement. Oui, tout à fait. Paperman, salut. Salut. Joël Imaginatrix Rivard, salut. Salut. Et nous avons un invité aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on le voit dans un de nos podcasts, qu'on l'entend dans un de nos podcasts. On le côtoie dans la vraie vie, on le côtoie de façon virtuelle. C'est le pusher de drogue de geek. Le pusher personnel à Red, en jeu. Entre autres, oui. André Brisebois, salut. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Gérant de chez EB Game à Rivière-du-Loup. La question que je me suis toujours posée, quelqu'un qui travaille chez EB Game, est-ce que c'est l'équivalent pour un geek de la coiffeuse puis de la barmaid? J'essaie de comprendre un peu. Non, mais dans le sens que un geek parlera peut-être pas à grand monde, mais le gars ou la fille chez EB Game, on se livre. Tu dois en entendre des secrets de geek. Bon, oui, j'en ai, j'en ai pas mal. Je te demanderai pas d'en compter. Non, mais tu sais, c'est... Moi, à la base, je vois ça comme plus une vente de détails. On vend du divertissement. Puis le divertissement veut pas... si tu l'aimes... Tu sais, on est tellement... Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Puis ça fait 15 ans que je suis emballé de le faire. Puis que je trippe à vendre ces produits-là. Puis là, le marché bouge beaucoup. Là, ça se transforme en ce moment. Là, puis on le voit très, très bien. Si les gens visitent une boutique de jeux vidéo, la moitié du magasin, c'est rendu des figurines, du loot, des vêtements. Mais tu sais, il y a quelque chose que moi, encore là, je trippe autant. C'est tout un univers qui est relié à ce que je vais aimer en partie. Puis je vois des gens qui rentrent puis qui vont... Moi, je veux pas... C'est ma paye de voir des gens qui vont acheter des systèmes reliés, mettons, à Harry Potter, qui sont des grands fans d'Harry Potter, puis moi, pour ma part, j'ai aucun intérêt, tu sais. Mais je connais quand même le feeling qu'ils ont. Tu vois les étoiles. Oui, carrément. Tu sais, tout le monde a un peu leur petit dada, autant que, tu sais, Red, s'il y a une édition collector de Destiny, ou, tu sais, du loot de Destiny, autant que je suis zéro un joueur de Destiny, tu sais, puis là, on déballe ça, puis il y a des petites pins là, qui pour moi veulent rien dire, mais tu sais, je comprends le pattern pareil là. C'est vraiment mon petit mon côté, je dirais le plus geek là, d'arriver puis de les figurines puis tout ça là, ces petits non, c'est... Tu vois des choses arriver puis tu sais que à qui ça peut aller. Ah, carrément, ben on n'a pas le choix. Ah oui. On n'a pas le choix. Si je reçois des Transformers, ben je pense à Yannick. Tu sais, je veux dire, c'est automatique. J'ai mes clients de Transformers, j'ai mes clients dans le fond de Nintendo, j'ai mes clients de Mario Bros. C'est des gens qui c'est que Mario Bros. Je vais avoir, tu sais, j'en ai de toutes les sortes là. Mon Facebook se fait aller, Messenger, go, je prends des photos, let's go. Mais moi, même à tous les jours, on reçoit de la marchandise. Aujourd'hui, j'ai fait un gros unboxing d'une figurine qui valait 149,99 de NECA, puis c'était le gros Alien Queen là. C'était une pièce incroyable là. Quasiment tous les jours, je m'amuse à déballer quelque chose dans le magasin qu'on va soit juste exposer pour montrer, puis on finit par les vendre. Les figurines sont souvent Dragon Ball Z là, ça reste quand même les figurines qu'on vend le plus là. Oui. On les déballe, on les monte, sont tellement belles, mais ça c'est une chose. Moi je connais zéro Dragon Ball. J'ai du staff qui sont mordus de ça, qui vont acheter toutes les figurines pop, qui vont acheter toutes les statues. OK. Mais en matière de technologie, t'es pas mal à l'avant-garde. Quand il y a une nouvelle bébelle qui sort, t'es pas mal d'un premier. Oui. Mais c'est pas juste par rapport... C'est même le stock que
t'aurais pas dans ton magasin. Là. Non, mais ouais. En matière de son, d'électronique, je t'ai vu à un moment donné avec un support à caméra, c'est quasiment une... Ouais, mais là-dessus, j'essaie d'être stationnaire. Là. Ça vient un peu de mon côté un peu intensif. Là. Mm-hmm. Je suis quelqu'un d'intense dans tout ce que je fais. Ouais. Puis j'ai toujours un peu cette réflexion-là. Je me demande quand est-ce que ça va arrêter. Puis des fois, je me dis, bon, là, j'ai un break. Il n'y a pas de passion qui ont décollé. Là. OK. On se repose pendant 2 jours. Là, puis ça dure, c'est ça. Ça va durer 2 jours. Puis il y a de quoi qui va me péter dans la face. Puis je suis comme, bon, let's go, c'est parti. Mm-hmm. Autant que quand je fais de la vidéo, je fais du montage vidéo, je fais du montage photo, je fais de la... Fait que là-dessus, quand je regarde, mettons, la vidéo, ben, tu sais, je vais vouloir faire le mieux avec l'équipement que j'ai, mettons, mon iPhone, mais ça prend ça va me prendre un pied électronique, là, tu sais, c'est de là un peu ça va décoller. Steadicam que je cherchais. Ouais, Steadicam, ouais. Mais tu sais, c'est autant l'impression 3D, je me suis lancé là-dedans il y a 6 mois, puis là, ça s'arrête plus. Là. OK. J'imprime quasiment toutes les semaines quelque chose de nouveau. Ça peut être autant que c'est le fun. Là. Cette semaine, c'est un peu plus plate. J'imprime des supports de tablettes. Okay. Des supports de tablettes là, pour une fille qui veut faire une belle déco chez eux. Okay. Après ça, ben, je me lance. Je fais un Sub-Zero qui va être à peu près un pied de haut. Je termine un gros Batman 1 pour 1, un gros buste 1 pour 1. Oui, parce que tu fais de la peinture de figurines ouais, aussi. C'est ça exactement. Ouais. J'essaye du mieux que je peux. Puis c'est ça. Mais il y a toujours... je suis extrêmement passionné dans tout ce que je vais... si ma télé, quand j'ai acheté ma télé, je vais tout regarder qu'est-ce qui se fait dans la télé. Ça va être la même chose pour le système de son. Ça va être la même chose pour... pince sur tous les boutons. Ouais. OK. Je rappelle le principe du podcast. On prend un thème de culture populaire, on essaie d'expliquer en quoi ce thème-là est important, on essaie de le décortiquer, et d'habitude, on pense toujours que ça va être facile, et c'est toujours la pointe d'un iceberg, comme le thème d'aujourd'hui qui est la portabilité. C'est en lien avec les 30 ans du Game Boy, 1989, l'arrivée du Game Boy au printemps au Japon et à l'automne en Amérique du Nord, mais c'est la portabilité dans n'importe quoi, là. On veut transporter nos bébelles, on veut avoir notre monde qui nous suit, on veut avoir un petit Batman après notre porte-clés, mais si je vous pose la question pourquoi, avez-vous une réponse? Ben, d'après moi, il y a beaucoup de portabilité que ça a commencé à cause soit de l'armée ou de la conquête de l'espace, comme on parlait l'autre fois, justement. C'est vrai, le dernier podcast, oui. Il y a beaucoup de trucs qui étaient pour les militaires, qu'il fallait qu'ils traînent avec eux, qu'ils emportent des trucs du quotidien en campagne avec eux. Puis les astronautes, c'était la même chose. On pense les premières caméras portables, ça a été inventé pour aller dans l'espace. Les premiers aspirateurs portables aussi, ça a été inventé pour aller dans l'espace. Fait que moi, je pense qu'à la base... il y a ces 2 domaines-là qui nous ont beaucoup fait avancer dans le fait de réduire les trucs puis de les probablement rendre. Que les premières radios portatives n'étaient même pas pour écouter de la radio. Ah, c'est sûr que l'armée doit avoir quelque chose là-dedans. Fort possible. Les applications militaires. Mm-hmm. Mais le besoin, nous autres, de traîner ces affaires-là, ça vient d'où? C'est parce qu'on n'est pas capable de s'en passer? Hey, j'ai aucune idée. Ouais. Je pourrais essayer de faire mon psychologue à Saint-Saëns. Ben, j'essaye de faire mon psychologue à Saint-Saëns. J'ai aucune idée, je sais pas. Peut-être que c'est le... Y a un phénomène social en arrière de ça? Parce que v'là 30 ans, on s'en passait quand même bien en général de plein de trucs qu'on a maintenant aujourd'hui. Ouais. Ah non, moi il y a plus que 30 ans, j'avais un cube Rubik attaché après ma ceinture. Ouais, puis tu sais, les caméras portables existaient déjà. Non. Pis... ouais. Il y a 30 ans, les caméras portables existaient. Oui, mais c'était un portable relatif. Ouais. C'est la facilité, peut-être que c'est une question de facilité. Tu sais, quand on regarde tout ce qui a été fait dans les maisons, par exemple, les lampes de poche. Avant, c'était des lampes à l'huile. On a mis ça en portabilité pour ça. Je sais pas, il y a sûrement quelque chose qui fait en sorte que... Moi, je pense qu'il y a un gros truc de marketing en arrière de ça. Ah ben oui, ça c'est sûr. Qui nous crée des besoins. Ouais. On va prendre l'exemple des TV Dinner, là. Qui est très portatif, là. C'était la nourriture portative américaine où ce qu'on pouvait écouter la télé au lieu d'écouter ça dans la cuisine, on rapetissait la nourriture, puis on la mettait portative où ce qu'on pouvait l'amener un peu partout. Mais c'était du marketing, on n'avait pas besoin de ça, là. Okay. Je veux dire, il n'y avait aucun besoin en tant que tel. La question à la base, là, c'est se demander pourquoi. Ouais, pourquoi ça? Pourquoi j'amènerais avec moi
quelque chose. Un Game Boy. Pourquoi j'amènerais avec moi un lecteur de. À ce moment-là, c'est un pour se Walkman? divertir. Je veux dire, veux pas, Par peur d'ennui. Ben, je veux dire, il n'y a rien de plus beau à vendre un produit qui est intéressant déjà à la maison. Puis je peux te dire que tu peux l'amener avec toi, puis d'en profiter, puis l'utiliser. À la base, pour moi, je vaux simple que ça. Mais marketing ou pas, le fait qu'on peut m'offrir de jouer à Mario Bros où je veux, c'est quelque chose. Mm-hmm. Écouter de la musique, moi je suis né dans l'époque où c'est que ça a été les Walkman est arrivé, c'était fou, tout le monde avait son Walkman, tout le monde écoutait sa musique, t'avais ta cassette. Oui. Il y avait un sentiment d'appartenance, puis c'était à l'école, dans l'autobus, c'est quelque chose. Après, tu pouvais rester dans ton monde partout. Oui. OK. Mais ça, la musique, je vais y revenir tantôt parce que la portabilité de la musique, ça date de bien avant le Walkman, mais c'est vrai que le Walkman, ça avait été une révolution. Là. Oui. Parce qu'avant, le gramophone. Ah non, je veux dire... Ah non, mais regarde, on peut en parler tout de suite, mais je veux dire, déjà en partant, le 45 tours, c'était... OK, une toune de chaque bar, mais c'était pour être transporté. Ouais, t'avais ta petite valise pour aller avec tes 45 tours chez vous. Chez vous, chez tes amis. Je sais qu'en ce moment, ils vendent souvent dans les magasins, dans un j'en ai. Là, tu regardes pas loin à côté de toi, il y en a. Puis il y avait des versions pour enfants aussi. Là, en plastique. Rouges en plastique. Mon premier, on appelait ça des pick-up dans le temps, là, des petits lecteurs comme ça. Puis ils vendaient toute la collection des contes de Walt Disney avec le 45 tours. Avec la clochette pour tourner la page. Cochette qui faisait quelqu'un qui dans le fond c'était du texte là, c'est quelqu'un qui il y avait un peu de musique avec ça. C'est ça, t'avais le livre, t'avais sur le 45 tours l'audio. C'est les ancêtres de livre audio. Je me rappelle des gros disques épais rouges là. Ouais, ça c'était Fisher-Price. Ouais, pas qu'est-ce qu'il jouait. C'est ça, non, ça faisait tourner des comme un mécanisme de coffre à bijoux là. Mais c'était au bout d'un bras de tourne-disque. Oui, exactement. Mais après, oui, t'as eu ça, mais oui, t'as eu les cassettes. Après ça, t'as eu évidemment les gros Ghetto Blaster. Ouais, ça c'était très portatif. Très portatif. Mais c'était gros, mais portatif. C'est juste le fait de mettre des batteries dedans. C'est ça aussi. Mais c'était justement... C'est peut-être une façon justement de montrer sa personnalité. Aussi, puis évidemment, là, arrive le MP3. Mais t'as oublié le CD, d'abord. Ouais, le CD, le CD dans le Ghetto Blaster, le Discman. Ça n'a pas été un grand succès, ça, le Discman. Le CD portatif, pas tant. Ça sautait tout le temps. Mais le CD s'est retrouvé dans les voitures, donc c'est devenu portatif. Ouais. La musique est devenue portative de cette façon-là. Après ça, arrive le MP3, arrive le cellulaire, arrive le speaker Bluetooth. Regarde, juste toi, André, je me rappelle de celui que tu avais amené au dévoilement de la Switch qu'on avait fait. Le petit speaker Bose. Il y avait du jus qui sortait de là. Ouais. Pourtant, là, c'est totalement portatif. Là. Très petit, mais très performant. Les voitures aussi. Hein, quand tu dis la musique, là, avant c'était la radio, mais vite on a tombé avec les 8 pistes. Oui. Vite on a tombé avec les cassettes. Pour amener notre musique. Il y a eu des tables vinyles pour voitures. Ça, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée qui a eu cette idée-là. Un système de gyroscope là-dessus. Qui... tu vires le disque de bord pendant que tu conduis. C'est ça. Mais peut-être que c'était justement pas fait pour être utilisé en conduisant. Mais c'était l'époque des grosses voitures. Là. C'était l'époque des grosses voitures. Et c'était l'époque où on faisait du social en voiture aussi. Oui, tout à fait. Donc, t'allais au cinépark, t'allais au IW quand c'était à l'extérieur. Le monde allait à la pointe avec le vinyle. C'est ça. Fait que là, il y avait quelqu'un qui avait un vinyle dans son auto. Sais-tu, moi, je suis pas mal sûr que ça va revenir. Avec la popularité des vinyles, ça me surprendrait pas. Auto. À un moment donné, on tombe sur... Mais tu sais, déjà que les petites valises, ça y est revenu. Les jeunes, moi, ma nièce, ça fait ça. Elle traîne sa petite boîte dans son char, puis quand elle arrête chez des amis, elle a ses vinyles avec elle, puis... Voilà. Et ça, c'est-tu un retour à l'arrière de la portativité? Moi, non. Ça serait plutôt un retour de la tactilité, mais ça, c'est un autre sujet. Ah oui. Parce qu'on perd un niveau de portabilité avec les vinyles. Ah non, absolument. Absolument. Musique portative, là, et pourtant, j'en écoute des vinyles, là, mais musique portative, là, un bon speaker Bluetooth, puis mais c'est parce qu'on a les deux, bons MP3. On a les deux extrêmes. On a les vinyles qui sont super grands, puis on a les MP3 qui rentrent dans un petit gadget ou un téléphone. C'est ça. Vinyle, il y en a qui transportent leur vinyle.
OK, là, une petite valise, là, j'en connais un qui, lui, en congrès, part avec sa petite valise puis 2-3 vinyles pour écouter des vinyles à l'hôtel. Là. Je connais ça. Mais ça bat pas des MP3 avec un speaker Bluetooth. Pour ce qui est de la qualité du son, là, jamais dans 100 ans. Répliquer le feeling d'écouter des vinyles, OK, ça, je peux comprendre. Mais ça répond pas à ta question. Pourquoi on fait ça? Je sais pas. Ben, le fait de montrer notre personnalité, c'est peut-être la même chose que porter un t-shirt, porter une chemise avec du fluo. Un cube Rubik, après ta ceinture, ça montre que tu tripes sur les cubes Rubik. Ça envoie ce signal-là. Puis en plus, ça te permet de jouer avec pendant tes cours puis te faire replacer par ton prof. Je parle par expérience. C'est sûr que à notre époque, quand on avait un Walkman jaune Sony, là, ça démontrait qu'on était hot. Oui. En plus, il y avait comme une pression sociale aussi qui jouait avec ça. Là. Moi, ma génération, c'était le Shockwave de Panasonic. Ah oui, le Shockwave, ouais. Il y en avait toutes les couleurs. Puis la génération iTunes avec le iPod, le premier iPod que Steve Jobs a sorti. On se rappelle tous de la fameuse scène où il y avait ça dans sa poche. Là. Hein? Puis c'était quand même révolutionnaire. Là. Absolument. Absolument. Mais on fait ce podcast-là en lien avec les 30 ans du Game Boy. Oui. Ça aussi, ça a été une révolution, le Game Boy. Parce que je pense qu'il y a eu l'avant et l'après. Oui, des jeux portatifs, il y en avait avant le Game Boy. Puis André, tu t'en rappelles peut-être. Peut-être Paperman aussi. Joël, peut-être un peu moins. Mais avant le Game Boy, Nintendo faisait les jeux Game & Watch. Oui. Mais c'était une machine, un jeu. OK? Quand tu achetais le Game & Watch de je sais pas moi, c'était, mettons, je veux dire Astéroïde. Bon, t'avais le petit jeu Astéroïde en cristal liquide. Ouais, puis c'était point à la ligne. C'était ce jeu-là. Il y avait Donkey Kong, il y avait Galaxia. Super Mario Bros. Ouais, il y avait un jeu de boxe. Je m'en souviens. Avant ça, même, moi, j'ai déjà eu un Coleco Head-to-Head. Oui. Head-to-Head football. Mais ça, c'était vraiment des diodes rouges, là, sur un terrain de football. Puis t'avais à chaque bout des commandes, donc tu pouvais jouer à deux sur le même jeu. Un contre l'autre. Mais ça, c'était portatif, mais tu mettais pas ça dans tes poches, là, ça te prenait, mais tu parles un manteau d'hiver. Ça me fait penser aussi au jeu des couleurs. Tu sais, les 4 couleurs. Oui. Qu'il fallait que tu te rappelles de des séquences. Puis, oui. C'était dans la même époque, d'après moi. Oui. Simon, oui, c'est ça. Puis c'est drôle parce que ça, c'est rendu de la portativité. Parce qu'on va prendre le Simon, qui était déjà un jeu portatif. Puis on en fait... Et maintenant, on en fait des versions plus petites pour qu'ils soient encore plus portatifs. Fait que c'est comme on double la portativité d'un jeu qui est déjà portatif. Oui, parce c'est impressionnant quand même. Hein? On a des versions portatives de jeux de table aussi. Oui. On a des battleships pour jouer dans l'auto. Des jeux d'échecs, les jeux de dames. C'est illimité, la portativité. Oui, c'est ça. Puis quand est arrivé le Game Boy, c'est que là, t'avais en fait une console portative. Donc, tu pouvais changer de jeu. Puis ça a été... C'est-tu été la première console portative? Moi, je pense que oui. Avec une cassette, là, vraiment. Là, c'était vraiment le but, l'objectif des compagnies dans le temps, c'était vraiment d'avoir ça, là, avec des cassettes que tu pouvais changer ton jeu. C'est tout le long, tu sais, j'ai fait quand même pas mal de recherches, puis j'ai vu des choses que je connaissais pas, là, puis je veux pas, j'en ai joué, mais tu sais, je suis né en 83, ça me limite, mais ce que Sylvain parlait, le fameux jeu de football, je l'ai vu, j'avais jamais vu ça, mais tu vois, surtout ce qui est impressionnant, c'est de voir les compagnies qui entraient dans ce marché-là. C'est toutes des compagnies, dans le fond, de jeux de société, de jouets. Qui ont probablement fait un Simon, qui ont fait toutes sortes de jeux comme ça, puis qui ont tenté dans le fond de vouloir faire leur console portative. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'en ai joué des jeux comme Game & Watch. C'est pas des Game & Watch que je jouais, mais il y a eu tellement de jeux à gauche, à droite. Il y a un film sortait, t'avais le petit jeu portatif avec le petit écran, gauche, droite, tu tassais, puis c'était fait que t'évites les bébites qui arrivaient. Des fois c'était des montres.
Ouais, avec un petit jeu dedans. C'est vrai, oui. C'est tout sur le même frame un peu, cette série de jeux-là, comme le Game & Watch. Mais quand le Game Boy, c'est quand même un des premiers arrivés. Le Game Boy a vraiment été chercher tout le monde grâce au prix. Grâce à, dans le fond, c'était autour de 110$ US quand c'est sorti. C'était hyper abordable pour l'époque. Puis après ça, tu as aussi de la durabilité. On pouvait gamer à peu près une dizaine... une vingtaine d'heures. C'est une vingtaine d'heures que tu peux jouer avec 4 batteries AA. Tu sais, je veux dire, encore aujourd'hui, on n'avait rien qui t'offre 20 heures avec 4 batteries AA. Là. Nos consoles en général vont t'offrir entre 3 à 6 heures, les consoles portatives. Là. Mais ça, c'est... Puis il veut pas... Le jeu, en plus, la console Game Boy était en bundle avec Tetris. Oui. Tetris, je veux pas... Tout le monde peut jouer à Tetris. Ah ouais, c'est un jeu universel. Fait que c'est un jeu universel pour tous les âges, je veux dire, tout le monde connaît un peu quelqu'un dans sa famille, sa mère qui est zéro gamer, mais qui joue à Tetris. Là. C'est sûr. Trip Tetris, tu sais. Puis il veut pas... tu prends Tetris dans tes mains, là, live là en ce moment, puis tu raccroches. C'est super simple et extrêmement efficace. Le fait de le mettre en bundle, en plus, directement avec la console, ça a vraiment aidé. Hein. C'est ça. Ben, je pense que c'est ce qui a lancé le Game Boy, parce qu'au départ, je suis pas sûr qu'il était avec. Au lancement, Ou il était au lancement américain, mais pas japonais. Peut-être. Et c'est... Non, le Tetris a fait vendre des Game Boy. Ça a été incroyable. Hein. Et ça partait aussi de la notoriété du Nintendo. En partant, là. Il y avait Nintendo qui est sorti en 86, 85, 86, faudrait que je Google, Wikipédia. Mais quelques années, ça a été quand même assez rapide, l'évolution. Quand tu regardes un peu le Nintendo qui sort, le Mario Bros qui est extrêmement populaire, puis là, tu as un Game & Watch qui sort 2 ans après, Super Mario Bros, mais tu sais, on s'entend, c'est très dérivé, mais tu peux un peu avoir la même expérience, peut-être pas graphique, mais pas loin quand même, qui se rapproche beaucoup avec un Game Boy, c'est assez impressionnant. Oui. Ben, la qualité graphique du Game Boy s'est améliorée rapidement. Parce que le premier jeu de Mario sur Game Boy, là, il est pas bon, là. Il est pas bon, il est pas beau. C'est Super Mario Land, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais Super Mario Land 2, il est déjà grandement meilleur. Pour ce qui est de la qualité des graphiques, là, parce que le premier Super Mario Land, je pense qu'il est moins beau que le Super Mario Bros sur le Nintendo. Là. OK. Fait que puis nous autres, quand on a eu nos Game Boy dans le temps, ça venait avec Tetris et ça, Super Mario Land. Il y avait 2 jeux qui venaient. Là, il avait mis les 2, mais ça se peut que moi aussi, quand j'ai acheté le mien. Mais moi. C'était le luxe. Non. Jeu avec, c'était extraordinaire. Moi, je n'avais pas l'intention de m'acheter de Game Boy. OK, en 90 à peu près, là. Mais arrive la publicité de Super Metroid, de Metroid 2 Return of Samus. C'était annoncé à tour de bras à la télé. Je travaillais déjà à la radio dans le temps. Il y avait une publicité radio aussi. Fait que je ne connaissais pas l'expression « shut up and take my money » dans ce temps-là. mais c'est ça que ça a fait. C'est ça que ça a fait. OK, et j'ai mangé ce jeu-là. Là. Je n'étais pas abonné au Nintendo Power à l'époque. Je m'étais abonné, mais j'avais réussi à tout dessiner les plans avant de les recevoir. Parce que t'as une petite boule qui colle, là. Puis là, je faisais la petite boule, je collais la petite boule, je dessinais. Non, il n'y a pas de map dans celui-là. C'est juste à partir du Super Nintendo qu'ils ont rajouté. Qui ont mis les maps dedans, mais tu pouvais les acheter, les maps. Pareil. Hein. De Mario, de Metroid 2, là, tu les avais dans un Nintendo Power. Ok, c'est ça. Parce que moi, je me rappelle, c'est une époque pareille. Là, mon père qui jouait à Metroid 1, moi, j'étais peut-être trop jeune ou peut-être pas assez discipliné pour jouer à ce jeu-là. Mais mon père qui prenait des feuilles quadrillées, chaque carreau représentait un carreau d'écran. Quand tu gauche, puis je comprends ce qu'il vit. T'avais pas le choix si tu voulais vraiment performer puis pas trop perdre ton temps à faire des allers-retours. Puis quand c'est sorti au Super Nintendo, je vais toujours m'en rappeler, mon père était comme un peu fâché contre le jeu parce qu'il avait intégré la map puis tout là, ça c'est trop facile pour les débutants. Moi j'ai dessiné. C'est ça, il a perdu un peu ce trip là, mais moi j'ai trippé quand même. Une trade sur Super Nintendo. Non, le Super Metroid c'est hallucinant. C'est un vrai classique. Un vrai de vrai. Mais des versions de Game Boy, on a amené plusieurs en studio. Il y a des gens qui ont vu ça pendant notre pré-show. Il y en a eu un paquet.
je pense, moi, mais c'est discutable, là, que la meilleure version du Game Boy est le Game Boy Advance SP. Ouais, j'allais dire la même chose. Celui qui se plie, là, je pense pas qu'on ait réussi à battre ça en frais de jeux vidéo portatifs. Je m'excuse auprès de toutes les DS de ce monde, là. Oui, j'aime ça jouer à la DS pareil, là, mais tenir un Game Boy Advance SP dans ses mains, il y a rien qui remplace ça encore. Il rentre vraiment dans tes poches. Oui, Ah, c'est- dans ta poche de c'est chemise, là. C'est une minuscule, chemise, là. oui. Ah non, il était parfait, ce jeu-là. Cette console-là. Ça utilisait aussi les vieux jeux Game Boy. T'as-tu en couleur? Les Oui, grandes oui. cassettes Oui, rentraient dedans? oui, oui. Ah! Oui. La dernière version du Ça me SP fait ça. a une plus grande autonomie et est aussi rétro-éclairé. OK. Fait que lui, il était parfait. Là. Parfait. Parce que le premier SP, au soleil, tu voyais pas grand-chose. Non. Puis dans le noir, tu voyais rien non plus, moindrement qu'il y avait de OK. l'ombre. C'est pour ça qu'ils vendent une loupe avec une lumière. Ouais. Non, ça, c'est le premier, ça. Celui Mario. que j'avais. Le Mario Land, qui est aussi laid ou peut-être plus laid que le Mario original. C'est pas moi, j'ai jamais embarqué dans les consoles portatives. Ah oui? Ah non, moi, j'ai... Jamais. J'ai jamais été un gros joueur de toute façon. OK. Ben, Ok. moi, on n'avait pas le droit d'avoir de console, nous autres, parce que nos parents voulaient qu'on a joué dehors. Fait Ok, qu'on était ouais. comme les seuls enfants sans console, absolument aucune. Je pensais que t'allais dire les seuls enfants dehors. Un peu aussi, mais où on s'enfuyait chez les voisins pour Ok, ouais, essayer qui d'aller avaient jouer des à Mortal consoles. Kombat. Ouais. Fait que, mais c'est dans le fond, c'est la marraine à ma sœur qui a donné un Game Boy, la première génération, là, Mhm. les gros gris. Fait que forcément, ben, il n'y avait pas le choix de m'en donner un, parce que si ma sœur en avait un, ça Ah, faisait de la chicane. Ben oui. Mais mes parents, ils ont découvert que ça achetait la paix en maudit, OK. parce qu'on est monté en Floride en char, puis on avait chacun un nos Game Boy, puis on a joué tout le long Ok. en montant Avec des écouteurs. avec des écouteurs, Ah, évidemment. Non, ça c'était Ça, c'est moins la paix. ça, c'était clair, mais c'est ça, on arrêtait de se chicaner en voiture, là. Mhm. C'était comme mettre un DVD dans le C'est char, comme là. le lecteur DVD dans la voiture. Ouais. C'est quelque chose de plus magique que ça. Ouais. Exactement. Que mettre un lecteur DVD dans une voiture qui est la portativité aussi. Hein. C'est Ouais. sûr. Oh oui. Oh oui. C'est fou. Puis pareil. c'était des cassettes, hein. Avant qu'il y ait les DVD dans le char, là, il y avait les petites TV 16 pouces avec Oui. un lecteur cassette intégré entre les Oui. deux Mhm, sièges mon en Dieu. avant, là. Oui. Ouais, ça, je me souviens les de gens ça. fortunés, il y avait ça. Il y avait ça dans il y avait ça dans les limousines aussi. Aujourd'hui, ceux qui ont ça, je suis pas sûr qu'ils sont fortunés. Ah, mais c'était quelque chose quand même. Là. Oui, absolument. Une TV incrustée là, dans ton banc avec une cassette. Là. T'imagines-tu la dangerosité de tout ça quand t'as un accident? Là? Parce que ça peut arracher, puis ça peut être incroyable. Là. C'est... Non, c'est sûr. C'est sûr. On arrive évidemment avec la portativité au téléphone. Parce Ouais. que quand on parle des gens fortunés qui ont un gros lecteur de cassette dans leur auto, il y en avait qui avaient des gros téléphones aussi. Avec Ah oui, les batteries qui se oui, mettaient à la oui. ceinture. T'as Oui, vu ça? c'était presque des batteries d'auto. Un Ah, ouais, gros ouais. bloc Ouais. avec le cordon ondulé, puis... Mhm. Ah. Si vous voulez avoir un exemple de ça dans le film là, Wall Street avec Michael Douglas puis Charlie Sheen, je crois, là, tu vois avec le gros Ok. téléphone beige, là, puis puis ça prenait à peu près 20 minutes à composer. Là. Mais là, c'était vraiment des millionnaires de Wall Street. Là. Quand t'avais ça, là, c'était comme, hey, moi, je suis ultime, je suis le meilleur au monde. Là. Donc, Il y a une genre de fierté, hein, peut-être dans la portativité. d'ici la fin de l'épisode, on va peut-être avoir trouvé le pourquoi de la portativité. Peut-être un peu de flashage là-dedans aussi. Là. Mais quand t'es le premier à avoir la bébelle, Ouais. Ouais. La Mais, bébelle portative, la Master- bébelle à miniature. cette heure, c'est démocratisé, là. Tout le monde a ça, puis... Oui. Oui. C'est le terme gadget aussi. Tu penses au dernier gadget qui est sorti, gadget, Ouais. ça sonne Ouais. la petite affaire, la nouvelle bébite qui est sortie. tu sais. Mhm. Ben, il y a tout le temps eu cette course-là à la miniaturisation Ouais. des objets. Tout le temps, ben, là, tu sais, à cette heure, on est rendu avec les écrans pliables. Tu sais, on veut tout le temps aller plus loin. Puis c'est ça, moi je pense que c'est évidemment pour tout le temps vendre des nouveaux trucs. Là. Ben oui, c'est sûr. Si on veut pas faire de Créer- l'obsolescence programmée, on va créer créer de nouveaux besoins. nouveaux besoins, c'est ça. Ben oui. Fait que,
Dans James Bond, hein, on avait la miniaturisation. C'est vrai. C'était tellement Ouais. important. Tout ce qui était gadget minuscule, tu sais, des petits lasers, Les caméras. Les caméras, hein. Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui a pas rêvé d'avoir une mini caméra ou un truc comme ça, Ouais. les mini micros pour essayer d'écouter ce Une que tes bombe dans parents un crayon. disaient. Ouais, une bombe dans un crayon qui Tu part après parles, 3 tu fois. parles de mini-caméra, les GoPro. Ah oui. Regarde, avant il y avait des caméras portatives. Mais Ouais, ça valait c'était rien. c'était un peu comme les cellulaires, parce que moi, je me rappelle des caméras portatives où tu traînais ton VHS dans une sacoche. Là. Oui. Ok, là, c'était C'est- probablement le VHS de l'auto. C'est rendu que même les professionnels, tu sais, qui avaient encore des grosses caméras, que ce soit des photographes ou des gens qui font de la vidéo, même eux autres, leur stock, ils rapetissent de plus en Ben plus. Là. oui, Un photographe ben oui. professionnel, à cette heure, peut avoir un tout petit appareil qui rentre dans un sac pas très grand, puis J'ai vu une journaliste télé. c'est rendu avec des résolutions de fou. Là. C'est ça, j'ai vu une journaliste télé. D'habitude, je veux dire, ça se promène avec un caméraman, puis le trépied, puis tout le kit. La journaliste télé arrive, installe son iPhone Ah oui. sur une table, interview la personne, puis repart, puis c'est ça qui passe à la TV. Ça veut dire qu'il n'y a plus de caméraman. Ben, en tout cas, pas tout le temps. Est-ce que la portativité est un bien ou... Mais on est en pénurie de main-d'œuvre. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est une question à se poser. Est-ce que la portativité peut avoir un effet néfaste sur notre vie? Peut-être. Peut-être. Parce qu'il s'est rendu qu'on traîne notre bureau sur nous autres. C'est Ouais. vrai. C'est Mais vrai. C'est pas attends, juste le On divertissement, décroche là. plus. Mais a-t-on vraiment besoin de traîner notre bureau? J'ai-tu besoin de traîner mon fax avec moi? Pour le cas où? J'ai-tu besoin de traîner mon scanner avec moi pour le cas où? Maintenant, on a tout ça dans notre téléphone. Oui. Mais en a-t-on vraiment besoin? Maintenant, pour décrocher, il faut qu'on aille à la bicoline pendant une semaine. C'est ça. puis- C'est vrai. Est-ce que Faire c'est comme de Red. créer des besoins qu'on n'a pas C'est pour ça. nous amener à Parce que là, consommer cette portativité-là? Marc, Je sais pas. Si on se pose cette question-là, on détruit l'industrie, Marc. Ouais, je sais. Fait que est-ce qu'en se posant cette question-là, on se nuit? Je sais pas. On voulait faire de la psychologie à 25 cents. Ah là, je pense qu'on est plus rendu à 17. Ça baisse, hein? À la fin du podcast, on va être rendu à une scène, je pense. OK. On va être comme Lucie, là, dans Pinot, là. C'est 5 cents pour avoir Ouais. des conseils. Parce qu'on va en avoir de besoin. Oui, C'est ça. tout à fait. Mais c'est une bonne question. Je sais pas. Honnêtement, là, je veux dire, moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir cette portativité-là avec eux dans leur travail, mais est-ce que tout le monde en a besoin? Mais en même temps, ils nous l'offrent. Pourquoi pas l'utiliser? Pourquoi pas le prendre? C'est vrai. C'est quand même... Pourquoi t'as posé cette question-là? Parce que ça me tentait. Je voyais que penser à ça toute la nuit, là. Essaie de répondre à ça. On est obligé de... Mais ça serait un bel exercice à faire, veux pas. Ouais. Arriver puis tu dis, peu importe, là, une journée, une semaine, pas de téléphone, Ouais. pas de DS, pas rien. J'ai déjà pas eu Internet pendant 2 jours. Là, c'est comme, c'est pas la fin du monde. C'est à savoir, est-ce que ces 2 journées-là, j'étais plus grandé, j'étais-tu plus de bonne humeur, j'étais-tu plus heureux, il y a certains points, à un moment donné, si tu doses ta consommation de portabilité, mais admettons, on peut dire, mais après ça, c'est comme dans n'importe quoi. Là. C'est bien d'en prendre conscience. Oh, Mais totalement. qu'est-ce qui est grandé aujourd'hui, en 2019? Est-ce que la personne qui décroche totalement de la portativité et de ça, il s'est dit, je vais retourner à la Terre, je vais retourner gronder avec... Mais c'est peut-être qu'on est rendu de l'autre côté. Là. Peut-être qu'être grondé aujourd'hui, c'est être connecté. Là. Puis les gens qui décrochent de ça, là, ils sont pas réellement grondés. Je sais pas. Il y a peut-être une évolution qui s'est faite tranquillement, pas vite. Autant que tu dirais ça à une personne qui serait comme grandée avec du côté, mettons, sans cellulaire, sans Facebook, Ouais. qui serait en total désaccord. Tu sais. Ouais, mais peut-être que c'est lui qui est pas grondé Moi, je sais. Mais par rapport à la société. Ouais. Je sais pas. Je Mais sais pas. le livre a fini par devenir portable. Oui, ça fait longtemps qu'il est portable. C'est ça. Je veux dire, ça écoute, ça a été dans des années 1800, il était déjà portable. À l'époque Ok. de la Révolution française, avec les fameux livres Akatsu, il était portable. Je veux dire, ça a toujours été ça. Là. Les comic books, c'est un bel exemple de la portativité parce que Tu pouvais le tourner à et le mettre l'origine, dans tes c'était poches. pour te le tourner, le mettre dans tes poches. C'était pour l'armée. Les soldats partaient avec ça. Il y avait quelque chose à livre. Le livre a toujours été portatif.
Par contre, le livre de poche, comme on le connaît, la fameuse collection livre de poche, là, ça a 66 ans cette année. C'est en 1956, je crois. Là. C'est un Italien qui a sorti ça. Et la légende dit qu'il aurait vu un soldat américain déchirer un livre. En deux pour en mettre une partie dans sa poche et l'autre dans sa poche. Puis là, c'est là qu'il aurait décidé de faire les livres de poche. Concept, de faire les livres de poche en tant que tel. L'armée est encore... Encore l'armée, c'est tout le temps l'armée. C'est toujours l'armée. Puis, j'ai un flash, excuse-moi, je pense à ça. Les fameux Kindle, puis je pense que j'ai probablement sur mon iPhone encore l'application iBook. C'est-tu mort, ça? Non, c'est pas mort, mais c'est pas fort. Mais c'est pas fort, hein? On pensait que ça allait comme aller ravager un peu l'industrie. C'est ça, moi je pense que c'est au lieu d'être un ravageur, c'est devenu un complément. Ben, ce qu'on appelle je me souviens plus là, comment ça s'appelle, ça a un nom. Les liseuses. Les liseuses, ça n'a pas été un franc succès parce que il y a eu au départ, il y avait le problème de l'éclairage, le problème de la batterie, tout ça. Là, il est arrivé avec de l'angle électronique maintenant. Là c'est beaucoup plus représentatif. T'as vraiment l'impression de lire un livre avec. Mettons, ça, c'est sûr que Amazon. Oui, ils en font encore. Kindle et tout ça, ils en font encore. Le numérique est excessivement populaire. Le livre numérique, parce qu'il te permet d'avoir cette portabilité-là partout, mais c'est une portabilité qui n'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Tandis que le livre de poche, lui, il était accessible à tout le monde. Je veux dire, quand le livre de poche est sorti en 53, je m'excuse, j'ai dit 56, mais là, rapidement dans ma tête, 56 plus 66, ça fait pas ça marchait pas, ça marchait pas. Fait que j'ai encore des bases de maths. J'étais pas fort en maths à l'école, mais j'ai encore mes bases d'addition et de soustraction. C'était excessivement populaire au niveau des gens parce que ça a permis de démocratiser un paquet d'auteurs à un prix modique. C'était surtout ça, l'attractivité de ça. D'ailleurs, au départ, c'était pas très très bien vu, hein, parce que les libraires disaient, ben là, tu sais, ton livre, on va vendre moins cher, on va avoir moins d'argent, on va faire moins de sous. Ça a été même mal vu, ça a été vu comme si... Il y a même des gens qui disaient que le livre de poche, c'était pas des vrais livres. OK, bon, regardons. Puis les gens qui lisaient des livres de poche, c'était pas des vrais lecteurs. OK. C'est drôle, ça rappelle quelque chose de plus récent. Oui, effectivement. Puis, sais-tu quand ça a changé? Non. Quand ils ont décidé de publier les grands auteurs. Okay. Là, l'intelligence culturelle ont commencé à dire ben là, ça peut ouvrir des portes aux gens pour découvrir c'est quoi la culture. La vraie littérature, parce qu'avant ça, c'était publié, tu publiais des trucs un peu plus imaginaires, un peu plus la culture de l'imaginaire, tout ça, c'était pas c'était mal vu. Là. C'était comme non, on va ouvrir un pan culturel à la petite besogne populace. Il y a comme un niveau très hautain et élitisme à l'intérieur de tout ça, mais ça a tellement été populaire que les gens n'ont pas eu le choix d'embarquer là-dedans. Encore aujourd'hui, c'est excessivement populaire parce que ça te permet d'avoir la version identique. C'est pareil, mais c'est plus petit, moins cher, moins dispendieux, plus facilement portable. Tu peux l'amener un peu partout si tu le sais. C'est ça, parce que c'est pas un résumé du livre. Non, c'est absolument pas. C'est sûr que c'est écrit plus petit, là, alors quand tu vieillis, c'est un peu plus tannant. Mais il se vend des loupes. Il se vend des loupes et des bonnes lunettes de lecture, mais il y a encore de la réticence. Hein. Je te donne un exemple dans une bibliothèque, là, parce que je travaille en bibliothèque. Quand dans ma politique d'acquisition, si j'ai le choix entre le grand format et le format poche, je vais toujours acheter le grand format. Okay. Toujours acheter le grand format. Parce que c'est une problématique de collection pour avoir tout le même type de livre au niveau de la collection. Puis c'est une ouverture par rapport au fait que il y a plus de monde qui peuvent lire le grand format à cause des caractères et tout ça. Alors, le format de poche, très rarement, on va l'acheter. Les formats de poche sortent souvent après le grand format. Exactement. 2-3 ans après. Fait que souvent, quand les livres sont épuisés en grand format, là, on va les racheter en format de poche, mais c'est très rare qu'on va acheter un format de poche. Par exemple, là, si j'ai le choix entre le dernier roman de Patrick Sénégal en grand format ou en format de poche, je vais toujours privilégier le grand format. Fait que Puis au niveau de la durabilité, d'après toi, les formats de poche sont plus cheap que les grands formats? Les grands formats ont tendance à durer plus longtemps que les petits formats. C'est ça. Parce qu'on le transporte moins. Aussi.
Puis la page couverture est peut-être plus cartonnée. La page couverture est plus cartonnée, le papier est plus épais, OK. l'encre est de meilleure qualité. Il y a un prix à payer pour avoir un format de poche. C'est sûr et certain que quand j'amène mon grand format du Berto Hugo sur la plage, puis que je le brise, puis qu'il m'a coûté 49$, tu te dis, ah! C'est ça. Mais quand j'amène la version à 11$, bon, C'est ça, l'échapper dans le bain. bof, tu le fais sécher puis tu le relis. Tu sais, Ouais. Mais, ça arrive, c'est pas grave. Ah là. oui. Moi, C'est- je suis un adepte du format de poche parce que justement, ça se met dans sa coche, ça se met dans la boîte Tout à à fait. lunch. Mais c'est ça. Après la deuxième ou troisième lecture, ben, les pages commencent à se décoller. Ouais, C'est ben, ça. oui. Ou ça frise aussi. Ouais, mais ça, Mais c'est moins grave. C'est ça, mais ça, c'est le vécu. Ouais, c'est vrai que ça se décolle beaucoup parce que la colle est pas pareille. Là, je suis en train de chercher quelque chose parce qu'il y a la collection format de poche, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a la collection folio, il y a la fameuse collection pocket également. Alors, tous les grands éditeurs ont vraiment sorti leur collection de livres de poche. Mais là, le premier en 53, c'est vraiment le livre de poche, la grande collection encore aujourd'hui qui existe encore. Là. C'était la Bibliothèque française qui les diffusait à l'époque. Là. C'était vraiment comme l'ultime... C'est eux autres qui ont vraiment démocratisé l'accès à ça, c'est important, l'accès à la culture et à la littérature. OK. Tu sais, je veux dire, c'est toute la question de l'importance du format de poche, et là, c'est l'accès. C'est de permettre à des gens qui sont moins fortunés d'avoir le même texte qu'en grand format. Et puis, souvent, les grands formats non plus sont plus disponibles quand on OK. parle de grands auteurs. Alors, on va rééditer en format de poche les grands auteurs. Fait que ça permet vraiment d'avoir un accès universel. Et je pense à la Librio 2€ qui est sorti dans les années 2010, je crois, où tu avais toutes les œuvres de Molière, puis ça coûtait 2€, là, c'était à peu près 3$ canadiens. Tu avais vraiment tout le petit volume. C'est sûr que c'est un papier qui est cheap. Là. On s'entend que c'est pas un papier en soie avec des couvertures en or. Là. Et ça, 3$, t'avais un roman. Mhm. Je te dis, c'est extraordinaire. Là. Fait qu'à partir de là, t'as plus d'excuses pour dire que tu lis Ouais. pas. Là. Tu pouvais pas dire, j'ai pas d'argent pour m'acheter un VHS pour mon auto. Et voilà. T'sais, la différence de prix de la littérature et, mettons, le VHS ou le portable, le jeu Game Boy, c'est quand même assez extraordinaire de voir ça. C'est sûr que c'est sûr que tu as de l'électronique là-dedans. Je veux dire, il y a du travail à l'intérieur d'un Game Boy, il y a des programmeurs et tout ça. Mais c'est deux cultures complètement différentes, à l'opposé complètement au niveau du prix. Et le jeu vidéo va vendre plus que le livre, malgré le fait que c'est excessivement plus dispendieux parce que ça couvre peut-être un plus grand public. Bref, c'est un beau débat. Pourquoi ça couvre un plus grand public? Peut-être parce qu'on en parle plus. Peut-être aussi. Parce que c'est plus populaire. Mais que de questions dans cet épisode. Mais pourquoi c'est plus populaire? C'est parce qu'on en parle moins. Quand on parle de littérature, ben là, on n'est pas... On est moins populaire, mettons. Hein. Non, ouais. Bon, je te parle-tu du numérique? Parle-moi du numérique. Tu dois être partisan du numérique. Absolument pas, moi, je suis pas un partisan du numérique. Absolument pas. D'ailleurs, ça représente à peu près 3 ou 4% des ventes en Europe. Le numérique ne pogne pas en Europe. Aux États-Unis, un peu plus, bien que les ventes de numérique sont en baisse. Je pense à Ron. En baisse depuis quelques années, à chaque année. Ici au Québec, on est très stable parce qu'on met beaucoup d'argent au Québec sur le numérique au niveau des bibliothèques publiques avec prêtnumérique.ca. Bon, il y a beaucoup de politique en arrière de ça aussi, là, parce que c'est fait avec Coleco, puis Coleco c'est un partenaire du gouvernement. Bref, on rentre pas dans les détails. Mais est-ce administratifs. On partait du principe que ça aurait pu faire ce que le livre de poche a fait à l'époque? On pensait que ça allait faire ça. OK. Ben, moi, je pense que où ce qui se sont tirés dans le pied, le numérique, c'est au niveau du prix. Oui. Qui est à peine quelques dollars de moins qu'un livre papier. Personne ne comprend pourquoi, d'ailleurs. Fait qu'on se dit, ben, tu sais, tant qu'à payer 2 pièces de plus, je vais l'avoir dans mes mains. Mais les gens qui lisent du numérique, parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y en a 2 catégories que je connais. Il y a ceux-là qui veulent découvrir des auteurs qui sont pas disponibles sur papier. Il y a énormément d'auteurs indépendants, d'auteurs à compte d'auteurs qui se publient en ligne, qui se publient en numérique. Il y a même des maisons d'édition
qui se sont spécialisés là-dedans puis qui ont vendu leur salade aux auteurs en disant le livre va mourir puis le futur c'est... Puis ils ont recruté plein d'auteurs avec ces arguments-là puis ils ont fait qu'il y a cette catégorie de lecteurs-là qui, eux, ils veulent lire des trucs, je dirais plus underground, c'est pas vraiment ça, mais plus moins connus, ils veulent découvrir des auteurs, fait qu'ils vont se tourner vers le numérique pour ça. Puis il y a aussi les voyageurs. Oui. Je connais beaucoup de voyageurs que eux, s'ils savent qu'ils peuvent lire 2 ou 3 livres en voyage, ils amèneront pas 2 ou 3 livres, ils vont amener leur liseuse puis ils décideront un coup rendu là. C'est quand tu prends l'avion puis que ça coûte tant d'argent pour avoir une valise avec tu calcules ton poids. Tu calcules ton poids au gramme près parce que ça coûte cher. Fait que ça a ces petits côtés pratiques là, mais c'est ça, moi je pense qu'ils se sont vraiment tirés dans le pied à cause du prix. Oui, puis il y a personne qui le comprend parce qu'on coupe deux personnes, on coupe le fournisseur puis on coupe le distributeur. Puis normalement, le fournisseur, le distributeur, c'est des gens qui ramassent 40-20% d'un prix du livre. Alors, tu sais, je veux dire, l'éditeur, dans le fond, qui va produire le livre numérique, lui, coupe là-dessus. Il n'a pas besoin de payer son distributeur, il n'a pas besoin de payer son diffuseur. Il y a quand même un diffuseur parce qu'il faut le mettre sur une plateforme en ligne. C'est un site web là, qui est géré par l'éditeur. On parle de peut-être un 3-5% de frais. Là. Et puis, il va vendre le même prix. Fait que dans le fond, c'est pas mal plus payant pour lui de vendre le numérique parce qu'il fait une marge de profit énorme par rapport au livre papier. Mais pour nous, les bibliothèques, c'est un casse-tête extraordinaire. Là. Je pense que les éditeurs ont essayé de s'en mettre un peu plus d'impôts. C'est clair. Puis pour nous, c'est un gros casse-tête, les livres numériques, parce que je suis obligé de l'acheter en double. Je veux dire, moi, je veux l'avoir en papier parce que j'ai une clientèle papier. J'achète le papier. Si quelqu'un me le demande numérique, faut que j'aille. Il aurait pu faire comme les DVD, puis offrir le Blu-ray avec la copie digitale. C'est pas encore fait. Il faut que je l'offre si on me le demande. La gestion aussi, parce que ça prend toute une infrastructure de gestion de prêt pour avoir un livre numérique, parce qu'il y a des droits d'auteur sur le livre numérique qui est la même que sur le livre papier. Fait que c'est compliqué à gérer parce que tu as toute une problématique de retour, une problématique que si je te le prête, quand tu l'achètes, tu as une problématique aussi de droits d'auteur au niveau de copiage. Je peux pas acheter le dernier livre de Star Wars puis décider de t'en faire une copie à toi, d'en faire une copie à André, d'en faire une copie à Joël. J'ai pas le droit. Il y en a qui vont le faire. C'est un peu comme les DVD, par exemple. Mais c'est une grosse problématique. Et prêtnumérique.ca, qui est la plateforme de numérique au Québec, l'autre grosse problématique, c'est la propriété. Je te dis, moi, en tant que tel, si je paye un abonnement pour avoir chez Prêt Numérique. Quand tu es un abonné d'une bibliothèque, ça passe bien parce que tu n'as pas besoin de payer. Tu vas utiliser la plateforme, tu vas aller chercher un livre, tu vas le lire. Tu ne l'achèteras pas, tu vas le lire. Tu peux l'acheter. Il y a toujours la possibilité de l'acheter, mais quand tu veux l'emprunter, tu vas l'emprunter. Mais pour la bibliothèque, moi, je paye un accès pour avoir accès à Prêt Numérique. Mais ce livre-là... personne qui l'emprunte. Oui, et ce livre-là ne m'appartient pas. Tu comprends? Il est disponible sur la plateforme de prêt numérique, mais il ne m'appartient pas. Je le classe où, moi, je veux dire? Et si demain matin, il décide de ne plus être là, ce livre-là, t'es fait. Et voilà, je suis fait. Puis t'as toute une problématique aussi de convivialité, parce que c'est pas super convivial, c'est pas super user-friendly de lire des livres numériques. Alors, quand on a des madames un peu plus âgées ou des messieurs un peu plus âgés qui viennent nous voir, puis qui nous disent, ben moi, j'aimerais ça lire du numérique. Puis là, tu as toute une question de formation à faire. Ça prend une tablette, ça prend un téléphone, ça prend un ordinateur portable, ça te prend un ordinateur, ça te prend un logiciel, ça te prend ci, il faut que tu utilises ça. Tu comprends qu'on est loin de je te prête un livre ou je t'arrête un livre, puis hop, je le lis. Le numérique, c'est pas hop, j'arrête le numérique, puis je le lis. Tu as une trollée d'étapes à faire avant de pouvoir accéder au numérique. C'est peut-être pour ça que c'est moins populaire et c'est peut-être pour ça que le livre audio, présentement, est en train de dépasser le prêt numérique. Oui. Non, mais tu parles de livres numériques qui se prêtent. Oui. J'ai aucune idée. Ben, si tu viens me voir et tu me dis, moi, je vais emprunter tel livre, mais je veux l'avoir numérique. Moi, je te le prête numérique. Tu l'as pour le temps déterminé. Ouais. Habituellement, il va se gérer tout seul. Ça veut dire que, je te le prête pour 2 semaines. Dans 2 semaines, automatiquement, il va disparaître de ton portable. Puis, dans le fond, le format que tu reçois... C'est numérique. C'est un format EPUB, normalement, qui est géré par ton logiciel qu'il faut que tu installes. Ça te prend un logiciel qui te permet de lire ce format-là. OK. Mais donc, pendant qu'iBook pourrait peut-être faire ça. Effectivement. Puis là, ça, c'est une autre problématique, c'est que le livre numérique que j'ai aujourd'hui, en version EPUB, est-ce que je vais être capable de le lire dans 5 ans? Avec ma tablette, où je suis obligé de m'acheter une nouvelle tablette. OK. Tu sais, ça, c'est une grosse problématique au niveau du numérique.
Parce que moi, le livre ici, papier, dans 200 ans, là, je vais être capable de le lire encore. Tu m'entends, là? 200, 300, 400 ans, peut-être pas, là, parce que maintenant, la qualité du papier, c'est plus comme dans le temps, là. Mais tu sais, cette portabilité-là, dans 20 ans, est durable. Est-ce que je vais être capable de le lire? Tu sais, les microfiches qu'on avait à notre époque, suis-tu capable de les lire? Non. Tous les livres qu'on s'est gardés sur disquette. Et voilà! Et voilà. Alors, la portabilité en littérature, c'est pas évident. Okay. Je te parlais du livre audio, c'est excessivement populaire. Pourquoi? Parce que ça, tu as la portativité extrême. Ton livre audio, tu peux l'écouter sur ta tablette, tu peux l'écouter sur ton téléphone, tu peux l'écouter dans ta voiture, tu peux l'écouter dans ton bain, tu peux l'écouter n'importe où. Bang, tu pars, tu l'écoutes, tu le lis. C'est comme un podcast dans le fond. Puis là, tu as vraiment quelqu'un qui va te lire. Jamais écouté. Ah, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Oui, il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je l'ai jamais fait. Ouais. Une fois. Oui. Et là, de plus en plus, là, ils vont vraiment aller chercher des acteurs. Mais là, au niveau, vraiment, il y a des voix différentes pour chaque personnage. Tout à fait. Ils engagent des gens pour lire le livre. Des fois, ça peut être toujours le même lecteur. Oui, mais qui va changer d'intonation. C'est vraiment impressionnant. Mais ça peut être, à la limite, un radiothéâtre. Ben, ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est de la portativité excessivement intelligente. Par contre, c'est une lâcheté, pour moi, qui est absolue. Parce que toute la beauté de la littérature, c'est de faire l'effort de lire. Le développement de ton imagination, le développement de ton vocabulaire. Quelqu'un qui dévore beaucoup de livres puis qui en écoute en s'en allant travailler dans son auto. Mais non, quelqu'un qui a juste pas le temps de lire puis le seul moment, c'est quand il voyage. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est excessivement populaire. Les gens qui voyagent beaucoup, dans ton avion, par exemple, tu vas l'avoir. Moi, j'ai un ami qui est camionneur, justement, puis lui, il passe ses journées à faire ça, écouter des audiobooks. C'est sûr que lire dans un camion, c'est compliqué. Ouais, s'entend-tu? Surtout que dans les nouvelles de ce temps-là, on parle de camionneurs qui n'avaient pas les mains sur le volant. Ouais, fait que garder les mains sur le volant comme monsieur camionneur, c'est vrai. Ça. Mettez-vous des audiobooks. C'est sûr que dans cette circonstance-là, mais moi, si t'es chez vous à rien faire dans ton Lazy Boy, ben, fais l'effort de lire parce que ça va être pas mal plus bénéfique pour ton cerveau qu'écouter... quelqu'un te racontait une histoire. Non, moi, je finis par m'endormir quand quelqu'un me raconte une histoire. Sylvain, lui, c'est quand il lit. Non, mon gars. Moi, là, regarde, c'est pas la première fois que je le dis, là, du roleplay, là. Si le maître de jeu est moindrement bon, là, je perds la carte, là. Moi, je suis trop un bon public, moi, pour faire compter des histoires. C'est ça pas mal dans la littérature. Je te dirais que le livre de poche a été une grosse révolution. Oui. Puis c'est pas à veille de disparaître. Je pense pas, non. Fait que les gens qui nous parlent de la disparition du papier, tu sais, je veux dire, les revues, par exemple, ça, c'est sûr qu'au niveau papier, c'est vrai. Journaux et tout ça, cette portativité-là du numérique est beaucoup plus active que le livre, parce que là, tu as tous les sites Internet spécialisés qui sont faits pour ça, et ainsi de suite. Tu n'as pas à acheter rien, c'est automatique, c'est comme si tu vas avoir des alertes. T'sais. Tout ça, c'est de la portativité qui te permet d'être branché comme ça. D'ailleurs, je vais conclure avec ça. Est-ce que la prochaine évolution de l'espèce humaine, c'est pas cette fusion de la portativité-là? Une autre question. Je veux dire, on amène notre bureau avec nous, on met toute miniature le plus possible pour tout avoir proche de nous. Est-ce que la prochaine évolution de l'espèce humaine, c'est pas d'avoir tout ça, mais à l'intérieur de nous? L'homme qui se fusionne avec la machine. OK. C'est drôle, je sais pas c'est une publicité de quoi, mais à un moment donné, le gars a des écouteurs. Il fait semblant de s'asseoir, puis ses écouteurs se transforment en siège d'auto. Oui. Mais je me rappelle pas. C'est une publicité de Hyundai, je pense. Mais de char, là. OK. Peut-être qu'on est rendu là. D'ailleurs, c'est le sujet du dernier roman de Dan Brown, Origine, qui nous parle de la fusion entre l'homme et la machine, le fameux cyberpunk, le biomécanique, le bionique dans l'homme... L'homme de 6 millions. L'homme de 6 millions. Alors, est-ce que la prochaine étape de la portativité, c'est que ton cellulaire soit intégré en toi, que ta caméra soit intégrée dans ton œil? Ben là, avec les Google Glass qu'on n'a jamais vues, mais moi, je pense que oui, ça existe. Là. Tu sais, pas les chirurgies au laser, mais qui mettent un verre de contact comme permanent dans l'œil. Oui. Il y aurait de quoi faire ça. La valise de Tony Stark. Ben oui. La ceinture de Batman.
Ben, tout ça, c'est de la portativité. Regarde, Batman 66, là, c'est le summum de la portativité, là, sa ceinture. Là. Il y a tout là-dedans. Il y avait un bouclier qui se dépliait dans sa ceinture. Même avec un bat répulseur de requin. C'est vrai, la bombe, ben oui. Mais qui écoutait Black Mirror sur Netflix, je veux dire, c'est l'exemple parfait. Parfait, là. c'est ça. Mm-hmm. C'est vraiment, là, on a de l'air à parler dans une vingtaine d'années quand tu regardes un peu la série, puis les gens ont intégré souvent directement à l'œil des mémoires qui peuvent se retaper. Exact. Les analyses, le fameux Facebook intégré, là, que les gens se donnent des étoiles directement quand ils rencontrent quelqu'un dans la rue. C'est ça la prochaine évolution de l'espèce humaine? Ah oui. Je sais pas. Mais là, je viens d'entendre le mot magique que je voulais justement parler dans la portabilité, c'est Netflix. Oui. OK? Netflix a révolutionné la portabilité parce que là, c'est sûr que des sites de streaming puis des chaînes de streaming, là, ça devient commun, là. Mais transporter ces émissions de télé partout... Pouvoir les télécharger. C'est ça. Puis les écouter en camping. C'est ça. Regardez Game of Thrones aux toilettes. Ceux qui ont des enfants puis qu'ils ont absolument d'écouter une émission avant d'aller se coucher, là, peu importe que tu sois rendu dans le Nord ou qu'il n'y ait pas d'Internet ou quoi que ce soit. C'est ça. Quand tu disais que tes parents ont découvert que le Game Boy en auto, c'était magique, Netflix en auto, c'est pas pire aussi. Ouais. T'es au sommet du monde, sur le mont Everest. Si tu veux te taper une émission de la Casa del Papel, tu vas pouvoir. Ouais. Il n'y a rien qui t'en empêche. Tu peux même faire comme j'ai fait en voyage, puis aller t'enregistrer des films puis des épisodes aux États-Unis qui sont pas disponibles au Canada, puis les ramener ici. Je savais pas. Ouais. Tu peux les enregistrer. OK, parce que... Tu vas aux États-Unis, tu as des trucs sur ton Netflix à toi qui sont pas disponibles au Canada. Tu les enregistres, tu les ramènes au Canada. Parce que quand tu arrives là-bas, dans le fond, ils tombent sur le Netflix américain. Ils tombent sur le Netflix américain. OK. Non, je savais pas ça. Oui. Mais ça, truc que j'ai entendu entre les branches avec un VPN, tu changes d'adresse IP, donc tu passes pour quelqu'un aux États-Unis. Dans le fond, il fait exactement ce que Joël fait, mais sans voyager. Sans voyager. C'est ça. Moins cher le gaz. Effectivement, ça coûte exactement, moins cher. Mais c'est ça, là, on est rendu que on peut tout avoir partout et à cause ou grâce à l'ultime outil portable, notre tablette ou notre cellulaire. Ouais, je pense que le cellulaire, ça a été vraiment comme une grosse révolution. Le iPod. Ouais. Parce que le premier iPhone, en fait, c'est un iPod qui téléphone. Là. Ouais, je pense que oui. Je pense que Steve Jobs, en faisant ça, en créant ça, il a révolutionné un pan complet. Mais l'iPod n'est pas le premier lecteur MP3 qu'il y a eu sur le marché. Non, mais moi je te parle du iPod avec un écran tactile, avec des applications et tout ça. Là. Le iPod pré-iPhone. OK. Parce qu'avec Newton, avant, il y a eu le Palm. Oui. Il y a les organisateurs personnels qui appellent. Là. Là, si vous vous souvenez du Newton, là, il y en a un Newton dans l'excellent film de Steven Seagal avec le train, je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est pas Curaçao en péril. Non, c'est l'autre après ça. Là. Terreur sur route que je sais pas. Là. Alors, le train de la mort. Il utilise son Newton pour envoyer un fax à son cuisinier pour dire que le train... parce que lui, il est cuisinier. Parce que lui, il est cuisinier. Il est en vacances. Il n'y a pas quelqu'un de caché d'un gâteau. Ça, c'est dans le premier, ça. C'est dans le deuxième que je te parle. Ah, OK. Fait que c'est la seule fois, je crois, dans toute l'histoire du cinéma où ce qu'on voit Newton, c'est là. OK. Et c'est Steven Seagal. Il est magique, cet homme-là, c'est incroyable. C'est ça, mais je l'adore. La portativité est, je pense, rendue à un sommet, il y en aura d'autres, à cause du téléphone cellulaire. Ah oui. Pour ce qui est des livres, on peut lire là-dessus, on peut regarder nos émissions, nos films, les jeux, il y en a de plus en plus là-dessus, malgré que ça ne bat pas les consoles portatives, je pense pas, là. On peut jouer à des jeux le fun, mais c'est encore le fun d'avoir des manettes dans les mains. C'est sûr. Il y a le côté négatif de la portativité aussi. Hein? Les armes portatives, des fusils de plus en plus petits qui te permettent de rentrer dans des places et t'amuser à tuer des gens et j'en passe. Les bombes portatives qui sont plus antidisciplinaires. Le militaire, on l'a dit tantôt. Ça fait du militaire. Hein, c'est de rapetisser le plus possible nos engins de mort. C'est une activité assez populaire au niveau de la portativité pour nos amis militaires.
Hein, on le fait pourquoi? Notre sécurité, mais malheureusement, tout part d'une bonne intention. C'est ça, mais il y en a qui... portabilité militaire, ça me fait penser, j'ai un flash comme ça. Là. C'est qui a déjà joué à Metal Gear Solid? Mais moi, Tu sais, le but de Metal Gear Solid, du début de cette série-là, c'est qu'il essayait d'inventer un appareil, une machine qui aurait été capable de transporter la bombe atomique. bon. Fait que ça avait commencé avec un genre de tank qui était capable d'aller à vraiment des hautes vitesses pour propulser le missile. Puis quand dans les jeux PlayStation, quand c'était extrêmement populaire au PlayStation 1, c'était Metal Gear Solid où c'est que là, vraiment t'avais un bipède. Ouais, ça ressemblait à un D209 dans Robocop. Hein? Puis ça marchait, puis il y avait un missile, puis ça pouvait tirer un missile nucléaire de n'importe où. Là, c'est ça que les gens comme l'armée ou les armées dans cet univers-là, plutôt là, les armées privées étaient capables de s'en faire construire un. Puis là, tu jouais le James Bond qui allait détruire les plans. Détruire le Metal Gear, c'était tout le temps ça. Tu battais le Metal Gear à la fin, qui était l'arme ultime de pouvoir amener ses bombes avec soi. Ouais, ça c'est le côté négatif. Quand je dis qu'on s'amuse là, à aller tirer des gens, on comprend bien que c'est de l'ironie. Oui. On s'entend là. Parce que ça, c'est le côté négatif. Hein, parce que là, récemment, on a vu là, qu'il y avait les gens qui étaient capables maintenant de faire des fusées avec des imprimantes 3D. Ouais, c'est moi qui est dans l'impression 3D, vraiment, là, j'étais voir à quoi ça ressemblait, là. Puis je dis jamais j'oserais faire ça, j'aurais juste trop peur qu'il arrive un accident, là. Ce serait trop... Je ferais pas confiance à un morceau de plastique, là. Je veux pas, là. Mais tu sais, il y a vraiment des gens qui vont vraiment faire des carabines répliques, puis le seul problème qu'il y a, je peux appeler ça un problème, là, c'est que c'est la durabilité. Ouais. Parce qu'il y a une façon de l'imprimer aussi pour que ça s'aille solide. Là, mais malgré tout, tu vas peut-être même pas toffer un chargeur. Non, parce que la chaleur, il y a du feu. Bref, c'est le côté négatif de tout ça. Là. Parce que l'imprimante 3D, c'est de la portativité. Oui, aussi. Je veux dire, ils ont pris quelque chose d'immense puis de l'amener dans ta maison, je veux dire, au lieu de te faire livrer des trucs chez toi, tu prends le fichier, puis c'est ça. Exactement, je veux dire, là, même pas 5 ans, les imprimantes 3D, là, c'était énorme, puis c'était dans une faculté. C'est parce que c'était cher aussi, c'était très cher. Aujourd'hui, c'était pas encore libre de droit. Là. André en a une dans son sous-sol, puis ça fonctionne très bien, là. Puis il y en a qui s'en font eux autres mêmes, là. Ouais, ça, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, là. Je veux dire, cette portativité-là est là, là. Je veux dire, c'est extraordinaire. Ça rouvre des portes. Mais malheureusement, il y a toujours un côté négatif. C'est sûr. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Toujours deux côtés. On est philosophe. C'est incroyable, hein? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On a parlé, évidemment, on est parti du principe que c'était les 30 ans du Game Boy. Ouais. Y a-t-il d'autres consoles que le Game Boy? C'est un peu vers ça que je veux qu'on aille parce que, oui, il y en a eu, mais je pense aussi qu'il y en aura. Okay? Parce que la portativité en matière de jeux vidéo ou en matière de divertissement audiovisuel, parce que des fois c'est plus que le jeu vidéo, là, ça n'a pas de limite. Là, toi, André, vite de même, d'autres consoles portatives après le Game Boy? Si, mettons, je pense pas là, à ce que j'ai imprimé, mes recherches un peu que j'ai fait, là, moi, ce qui me vient vite à l'esprit comme ça, là, le Game Gear. Ouais, okay. Ça, quand j'étais jeune, là, c'est Sega. Là, tu avais un écran en couleur. On se rapprochait vraiment là, d'un Sega Genesis portatif. OK. Est-ce que c'est ce qui avait chauffé les fesses à Nintendo pour sortir le Game Boy Color? Ben, même là, un Game Boy Color était loin d'un Game Gear. Hein. Puis malgré tout, je pense que c'est le côté que ça amenait en termes de batterie. Okay. Les batteries, c'était ridicule. On n'avait pas de batterie rechargeable. Là. Dans le Game Gear, ça? Non. Okay. Puis, je pense que c'est vraiment ça qui a tué cette machine-là. Ça s'est pas hyper bien vendu. Mais tu sais, moi, tous mes souvenirs de Game Gear sont avec une prise dans le mur. Tu sais, je jouais avec Game Gear parce qu'on n'avait pas les batteries à passer toutes les 1 heure, 2 heures. C'était de la portativité limitée. Ouais, mais c'était impressionnant. Moi, en tout cas, là, c'est ce qui m'avait vraiment accroché là. Tu sais, un Game Boy Color, oui, c'est bon, mais ça va durer encore là, comme un peu le Game Boy qui va t'offrir une vingtaine d'heures. Fait que là, t'as vraiment ce côté-là de pouvoir jouer à des bons jeux de qualité. Mais il y avait quelque chose de visuel là, qui était très impressionnant dans les couleurs. Est-ce que t'en as un, Game Gear? Non. C'est quand même assez... ça devient de plus en plus dur à trouver. Là. Petite anecdote, là, j'étais à Planck à Québec en fin de semaine. J'étais un peu tombé sur le cul à voir comment que le rétro est devenu... il y a une grosse demande. Ça implique des hausses de prix. Il y a le mode. Fait que là, j'ai vu
D'après moi, là, juste sur la table, là, ici, là, on a facilement, on pourrait peut-être chiffrer ça, là, je dirais pas un 1000$, mais tu sais, ça serait impressionnant là, de voir à quel point des petites disquettes, les petits jeux rétro, moi je suis arrivé là-bas, puis je voyais des jeux à 200, 300. J'avais 5 jeux Sega chez nous que j'ai payé 20$. J'ai fait le listing, elle m'en offrait 250$. Je comprenais pas. C'était des jeux comme j'avais jamais joué, Trickston sur Sega, Growl, il y avait du Aladdin, mais il y avait vraiment un marché intense. Puis je trouve que le portable et ça va rester autant recherché, peut-être même sinon plus un peu. Les gens comme les petites cassettes de Pokémon, les Pokémon Ruby ou toutes les couleurs. Okay. Ouais, je pense qu'à quelque part ici dans la maison, il y a rouge et vert. Il y a rouge et vert, c'est tellement en demande ces jeux-là. Là. Mais Nintendo veut pas, je pense qu'on vient vraiment à la source de la qualité des jeux, de la simplicité des jeux qui a fait que le Game Boy a duré. Parce qu'on regarde les steps entre les versions ou un Game Boy SP, il s'est passé quasiment une dizaine d'années. Là. Il y a un grand espace-temps entre les deux, c'est assez impressionnant. On est habitué quand même à toutes les versions, comme qu'un DS, il y a un DS, il y a un DS Lite, il y a un DS XL, il y a un DS XL Lite, ça arrête pas. Là. Mais ça en fait pas en sorte que la machine est tout le temps de plus en plus intéressante. Elle rapetisse pas tant que ça. Il y a grossisse même de temps en temps. Mais c'est pour le confort, je pense, de l'utilisateur d'arriver à dire que j'ai une console avec un écran plus gros, plus grande. Fait que je suis capable de mieux voir. Puis, la N-Gage. Moi, j'ai déjà vu ça, une publicité de N-Gage dans un comic book américain. Mais je sais pas c'est quoi. La N-Gage, en fait, c'était Nokia. Je me trompe pas. C'est un téléphone. En gros, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de faire un téléphone cellulaire avec une console de jeu. Ou une console de jeu avec une fonction cellulaire. Mais le problème avec cette console-là, c'est que les boutons étaient vraiment pas adaptés pour jouer. Quand on regarde un Game Boy là, avec son Go, le D-pad des deux boutons, c'est simple. T'es arrivé là, avec un pad de boutons à droite qui était tous les numéros. Là, c'était vraiment, vraiment ordinaire. Là. Ça a été un flop total. Là. C'était pas intuitif. Il fallait rapprendre à jouer. Moi, j'en ai vendu. J'en ai vendu, puis c'était à la fin. Quand ils ont comme shutdown, puis la compagnie nous donnait littéralement la console. Prenez-la. Ils en redemandaient pas. Non, au lieu des créditer ou les Field Destroy, les détruire, ou c'était comme ils voulaient même pas y avoir. Alors, puis les disquettes, c'était quand même, il y avait des bons jeux. Ça reste quand même, il y a une certaine époque où c'est que là, les publishers arrivaient puis pouvaient, mettons, avoir des Mortal Kombat. On en a eu sur les pires consoles comme on les a sur les meilleures. Là. Fait que tu sais, il y avait quand même des très très bons jeux sur la N-Gage. C'est juste que rentrer dans ce marché-là avec l'idée un peu... Quand je regarde beaucoup les flops là, qui sortent, là, c'est toujours une idée de rajouter un gadget, une fonction cellulaire, une fonction GPS, ou tu sais... puis on dirait qu'à un moment donné, c'est comme too much. C'est pas le besoin net du joueur qui veut vraiment avoir une console pour jouer à des bons jeux. Puis Nintendo veut pas, là, ce qui démontre encore aujourd'hui, puis ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont leur collection à eux. Les gens veulent jouer à des Mario, jouer à des Donkey Kong, jouer à Zelda. On va poser une autre question. Vas-y. Pourquoi Sony et Xbox sont jamais embarqués dans les consoles portatives? Sony, oui. Ouais, Sony, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le portatif? Ils ont fait les Vita. Oui, ils ont fait le PSP. Je savais pas ça. Oui. Ils ont fait la Vita. La Vita Takamo qui est... je savais pas ça. La Vita, on regarde ça, c'est terminé, ça a moindrement bien marché. Ça a beaucoup marché au Japon. C'était vraiment des petites consoles, là. Oui, bon. Je te mène ça. Dans le fond, c'est Sony qui a fait celle-là. Ah, ok. Ça, c'est la dernière. PS Vita qui est sortie dans le fond. Il y en a une que j'ai à quelque part ici dans la maison, mais qu'on n'a pas ramenée. Elle flippait, elle. PSP Go. Ouais, c'est ça. Il y avait le PSP Go aussi. J'aimais beaucoup le design de ça. Mais je savais pas ça que Sony avait sorti des consoles comme ça. Ouais, la PS Vita, la dernière, était censée permettre de continuer de jouer à tes jeux PS4. Ouais, t'avais une fonction streaming que tu peux envoyer l'image de ton PS4 sur ta console portative. T'avais le mini lag qui était assez déplaisant pour pas accrocher. Là. Je le testais, là, c'était le fun, c'était impressionnant. Mais c'était presque un précurseur de la Switch.
Ouais, on peut dire, ouais, carrément. Ça fait penser quand même un peu à ce que la Wii U a pu sortir là, avec sa télécommande. Il n'y avait pas le fameux lag de streaming qu'il y avait, là, la petite latence là, qui est dérangeante. Puis c'est pas grand-chose. Juste assez pour le voir, puis ça te décourage de continuer à jouer. Là. C'est ça, ben surtout qu'il y a tellement de jeux où c'est à la fraction de seconde près. Là. Ah, puis là, ils te mettent dans des shooters où tu peux jouer à Battlefield, Call of Duty, puis là, tu peux pas avoir un 0.5 secondes de retard. Là. Puis 0.5, je pense que là, c'est catastrophique. Là. On parle un point, peut-être 0.02. Non, mais c'est vraiment pas grand-chose, puis tu le files. C'est ça. Tu le sens. Tu pèses, puis tires après, là. OK, c'est... Mais une demi-seconde, c'est beaucoup trop. Mais non, c'est Sony. Puis Microsoft, je pense qu'ils ont... Mais il y a de quoi qui s'en vient. Xbox, ouais. Ils ont rien fait. C'est quoi, cette semaine, Xbox Cloud? Je sais pas si tu as vu ça passer, c'est juste des ouais, ben Xbox Cloud, c'est vraiment pour ça, on tombe dans un autre c'est plus dans le comme streaming là. C'est ça, c'est comme des manettes après ton cell. Là. Ouais, ben là ça se demandait à quelque part est-ce que le gaming va devenir comme l'industrie du Netflix, tu sais du série télé, là qu'on aurait des bibliothèques, qu'est-ce qu'en ce moment, on voit que c'est étape par étape là. Xbox ont lancé leur Xbox Game Pass il y a pratiquement bientôt 2 ans. Mais là, tu payes un montant, 15$ par mois, tu as accès à une centaine de jeux, tu t'amuses là-dedans. Fait que là, c'est un peu le même système, mon Netflix, j'ai tous mes films, mais là, c'est d'intégrer à ça un service en streaming. Que, ben, on va le vivre avec le Stadia, là. Le Stadia qui s'en vient, c'est exactement ça, en fait. Ça, c'est le service de Google. Sony a peur, Microsoft a peur, puis le RD des deux côtés sont là-dessus à trouver une solution à voir s'ils vont être capables de compétitionner. Faut voir quand même si Stadia va fonctionner. Là. C'est quoi? Stadia, en fait, c'est que tu vas acheter une manette. OK. Et tu vas avoir ton système, tu vas avoir ton service de streaming à la Netflix. Tu vas jouer ça va être sur ton ordi. Fait que tu peux t'imaginer un serveur quelque part qui va jouer ton jeu et qui t'envoie juste l'image. Toi, c'est un cloud dans le fond. C'est un cloud, ouais. Le cloud, c'est un système portatif, c'est une portativité. Les jeux, ils vont les prendre d'où? Est-ce qu'ils vont tu vas avoir un magasin en ligne. Ubisoft embarque beaucoup. Tu vas pouvoir acheter Assassin's Creed sur le store de Mais là, il faut que tu le télécharges ton ordinateur? Même pas. Non, il va déjà être... Sur ton cell? Ça va être dans la mémoire de ton cell? Ou... Non, ça va être dans le cloud. C'est ça. Ça va être sur leur serveur à eux. Ça va être comme un Netflix. Fait que ça prend une bonne connexion pour... Ouais, ben rendu là, c'est du 5 mégabits au minimum. Ce qui est quand même rendu la base, là. Fait que lui, dans le fond, c'est l'ordinateur là-bas qui joue le jeu. Ouais. Mais toi, tu le contrôles avec ta manette. Il t'envoie l'image sur ton téléphone. Ouais. Ça fait une dizaine d'années que ça existe en plus. Il y a une compagnie qui s'appelait Gaikai que Sony a acheté. Puis ce service-là, c'était un service de jeu PC. Tu pouvais jouer à des jeux PC comme Need for Speed sur ton PC. Fait que tu peux te permettre d'avoir un PC qui n'était pas fait pour jouer, mais tu avais l'image qui était streamée d'un jeu en haute performance. C'est la version 4K du vidéo, oui. Mettons. Non, mais c'était ça. Je veux dire, tu téléchargeais pas les jeux. C'était en direct. Tu jouais en direct. Tu jouais dans ta TV avec ton téléphone. Une Minitel en Europe. Ouais, exactement. Mais en beaucoup plus évolué. Le vidéo, oui. C'était-tu de la portativité, ça? Je ne sais pas si c'était de la portativité, mais c'était... ça, c'est vraiment l'ancêtre. J'ai pas connu grand monde qui ont vécu cette époque-là. Moi, j'étais à Montréal dans le temps, fait que tout le monde avait le service. Mais je me rappelle, moi, que je jouais à des jeux, je jouais au Blackjack, puis c'était une vraie personne qui était là. OK. Brassait mes cartes. Il y avait le jeu de l'ascenseur. Il posait une question, puis c'était vraiment une vraie personne dans l'ascenseur, filmée, posait la question, quand tu réussissais, tu montais d'étage, le but c'était de te rendre jusqu'en haut. Puis c'était en vidéo, là, puis j'étais comme waouh, moi j'étais jeune, il y avait vraiment quelqu'un qui interagissait avec moi. Puis à cette heure, on est rendu avec les séries interactives sur Netflix. Ouais. C'est vrai. Mais ça, vidéo, là, on doit reculer, c'est quoi, 25 ans? Facile. 25 ans. C'est clair, j'avais pas le câble dans au début de Vidéotron, quand ils ont fait les nouvelles consoles de Vidéotron, il y avait comme une adaptation de leur vidéo, oui, mais avec leur nouvelle, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais c'était vraiment là. C'est vieux là. Tu sais, on regarde Game Boy Color là, 98. Oui. C'est 98, là, on est 10 ans après. Pour un Game Boy en couleur. Le dernier Game Boy, c'est le Game Boy Micro, c'est 2005. Ouais. Il était plus petit que les autres? Oui, il était très, très, très petit. Oui, c'était à peu près la grosseur de la cassette.
OK. Je sais pas pourquoi ils ont sorti ça. Encore là, ça a été un flop. Puis aujourd'hui, ben, ça se retrouve à avoir une certaine valeur parce qu'ils en ont pas fait une tonne. Puis c'est devenu rare, là, mais c'était gros. C'était la grosseur d'une carte là, de crédit. Là. C'était vraiment, vraiment petit. Puis là, c'était quand même assez dispendieux là, pour la grosseur. Il y avait un côté collectionneur parce qu'il avait en fait une édition aux couleurs dans le fond du Game & Watch original qui était rouge et or. Mais au-delà de ça, c'était... Ça prend les bonnes lunettes. Oui. C'est comme le PSP Go qui est un flop aussi. Le PSP Go qui est sorti, qui s'est dit qu'on enlève le lecteur. Parce que Sony avait son lecteur UMD qui était des mini des espèces de mini-disques. Mini-disques, là, tout petit. Puis en bout de ligne, c'était d'arriver directement sur le store, puis le magasin en ligne, puis acheter tes jeux. Mais on était encore à un temps où c'est que tu t'essayais de le vendre à quelqu'un, puis les gens ne comprenaient pas c'était quoi l'avantage. Tu sais, tu ne veux pas dans ce business-là, le numérique va prendre... chaque année, on vend de moins en moins de copies physiques, mais il y a quelque chose aussi au niveau numérique de plaisant, quelque chose de le fun, de ne pas avoir à traîner ces jeux à quelque part aussi. On parle que oui, c'est le fun de les avoir, des toucher ou de prendre les disquettes, mais je veux pas à un certain point d'arriver n'importe où, pouvoir aller sur mon magasin en ligne, télécharger mon jeu, le stocker dans une petite disquette. C'est encore comme ça aujourd'hui. C'est la portabilité sans transporter quoi que ce soit. Exactement, t'as juste ta console qui est là. Mais ils ont essayé de faire ça, mais les gens ne comprenaient pas encore. Les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi je paierais une console, de mettre de l'argent dans un service en ligne, puis que mon jeu, il existe pas. C'est du nuage, puis... Mais je veux pas, moi je la vois, la nouvelle génération, les jeunes qui ont un peu de difficulté à s'imaginer pourquoi je paierais 90$ pour un jeu physique. C'est mon CD, je peux le graffiner, je peux mettre à bugger. Dans ma console, je peux le télécharger quand que je veux, je peux aller chez des amis, puis à ce temps c'est comme ça, je peux aller chez un ami, puis me connecter avec mon compte, télécharger mon jeu. Il est là, il te suit partout. Là, c'est ça. T'as même plus besoin de... Tu transportes tout sans rien transporter. C'est ça, exactement, oui. T'as pas besoin de planifier qu'est-ce que t'amènes quand tu vas à quelque part. Exactement. T'as accès à toutes tes affaires partout. Ouais. Du moins que t'es connecté à Internet. Ouais. Admettons qu'il y a un bug là, informatique, puis que le réseau Internet shut down, là. Tes cassettes, tu peux toujours la mettre dans ton jeu puis jouer avec. Ouais, je sais, mais... En cas d'apocalypse, les vieux jeux vont nous sauver la chers, vie. Ouais. Mais c'est à ce moment-là tu vas savoir si tu te sens mieux de te regarder avec la nature. C'est ça. Tu sors dehors, là, tu vas respirer l'air, tu prends du soleil. Après l'apocalypse, les gens heureux sont ceux qui ont le vieux Nintendo. Mais tu sais que le soleil est maintenant rendu portatif, hein? OK. Parce qu'il y a des lampes solaires que tu peux allumer un peu partout puis que tu branches. C'est pas les lampes au travail pour on en a une. Oui, pour la dépression saisonnière. On transporte la lumière du soleil un peu partout pour permettre aux gens d'avoir du soleil. OK. Alors, même notre astre est portatif. Du soleil en canne. Du soleil en canne. C'est fou, hein? Quand on pense à ça, la portativité, elle est partout. C'est sûr, c'est sûr. Ah, Je trouve que c'est une belle façon de finir notre sujet. Avec le soleil. Merci d'avoir amené du soleil dans ce podcast-là. Le soleil qui était le thème de l'épisode 78. Ouais. Ça fait quand même pas longtemps. Oui, c'est vrai, on a parlé du soleil. Oui, on a parlé du soleil. On parle plein de sujets champ gauche, mais qui sont pas tant champ gauche que ça. Finalement. Non, quand on y pense bien. Finalement, quand on y pense, c'est toujours relié avec la culture populaire et la culture geek. On va y aller avec nos Samalumes Samétain pour conclure le podcast. Je vais commencer. Moi, ce qui m'a allumé aujourd'hui, c'est de voir que Paperman a recommencé ses chroniques de bande dessinée, ses chroniques vidéo. De voir aussi, parce que ça donne toujours pendant que je suis en train de travailler. Ouais. Donc, je jette un œil vite. Et il y avait beaucoup d'activités. Oui. Des gens qui regardaient ta vidéo. Je trouve ça le fun. Oui, ça a parlé. C'est à quelle heure que tu commences midi d'habitude? 15. OK. Ouais, midi 15. C'est comme le temps que j'arrive à la maison. Vendredi, midi 15. Mais c'est disponible après aussi. Là, ça reste là. Je le laisse sur le Facebook. Là, comme j'ai dit, là, je ne le mettrai pas sur YouTube, pas sur Instagram. Là, c'est vraiment, je me concentre sur un canal de communication. Je suis pas assez doué pour commencer à programmer et à mettre ça sur du C'est ça. Mais regarde, ceux qui nous écoutent puis qui te connaissent, Facebook. Voilà. C'est comme ça, puis ça va être de même. C'est comme le montage vidéo, là, je suis en direct, je me trompe des fois, je dis n'importe quoi, je bafouille, mais
Commence à faire du montage. Bah. Faut que je mette ça dans les mains à André. André, il ferait C'est ça ça. en 5 secondes. Là, Puis mais moi, on ça a- me prendrait 5 heures. C'est ça, mais je veux dire, le podcast qu'on fait présentement, là, on n'édite rien non plus après. Non, Là. jamais. Ce n'est que c'est ce que vous avez là, c'est ce que vous allez Mhm. écouter. Ça se peut qu'il y ait des erreurs, mais Pas grave. ça fait partie Et des du- questions trop philosophiques. À Saint-Saëns. À 5 scènes, là, je pense qu'on est rendu à une scène. Là. Saint-Saëns. Avec le soleil à la fin, on a descendu C'est ça. à une scène. Là. Et ce qui, ben, oui, je veux dire, ça m'éteint parce que j'aime pas ce concept-là. Semble-t-il que pour comprendre le prochain film Thor, qui va s'appeler Love and Thunder, Ouais, faut que t'écoutes. faudra avoir vu la télésérie Loki. Ouais, mais ils ont fait la c'est même cool. affaire. Ouais. Va falloir s'abonner à Disney, ça veut Ouais, dire? C'est ça. Ils Mais- font, c'est pas le. Mais moi, le cross-média pour un film, là, je suis moi, tellement pas d'accord avec ça. Je suis là. capable de suivre une histoire sans même s'il manque des bouts. Ouais, peut-être. Doctor Strange, je vais faire ça aussi, que... parce que ça va te falloir que tu écoutes Vision. Mais et, j'avais l'intention d'écouter Loki en Ça, partant, là. mais je vais écouter Vision. C'est Wanda et Vision? Ouais, Wanda et Vision. WandaVision. Ouais, Ouais. Mais Ils vont revenir. tant on sait qu'à pas m'abonner comment. à Disney, je vais On me laisse faire. plancher 2 séries. Ouais. puis- Non, ben je vais le faire. Ouais. Je vais m'abonner. Mais j'espère qu'ils vont les sortir comme dans un même Ben, laps j'espère de que temps. oui, c'est là. ça. J'espère qu'ils vont pas Ah. étendre ça sur mais un an. que un peu comme Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D., ce qui se passait dans les films avait une influence sur la série. Oui. Mais pas le contraire. Mais pas le contraire. Ouais. Puis même, c'était pas si grave que ça si t'avais pas vu le film. Si t'avais vu le film, tu trouvais le lien le fun, là. Mhm. Mais que ce soit obligatoire. Non, ça, je suis pas d'accord. J'ai bien de la misère. Moi, avec ça aussi. tu connais mon opinion sur les univers étendus. J'aime ça Mhm. quand c'est des univers étendus, mais il faut que ça reste complémentaire. OK. Tu sais, je veux dire, faut pas que ce soit une obligation. Tu sais, dans Star Wars, l'univers étendu, je l'ai toujours dit. Je veux dire, quand tu le lis, t'as plus d'informations sur les films, tu comprends plus les éléments entre les deux, mais c'est pas une obligation. T'es pas obligé d'avoir lu le dernier roman pour comprendre C'est le ça. film. Tu sais, ça t'amène. Mais là, on est au Mais- stade des rumeurs, là. C'est pas. Ah, non, c'est Non, pas des rumeurs, c'est- c'est Mais- confirmé. Ouais, mais pour Ben, le confirmer qu'il y ait des connexions. Tu sais, on peut interpréter des connexions comme Ouais. étant comme Ouais. faut que tu écoutes. C'est un lien Ouais. direct. c'est Mais ça. Est-ce qu'elle est obligatoire? Je pense pas qu'il irait jusque-là. Mais pour compléter ton expérience, mettons, ils vont nous vendre ça comme ça. Puis c'est correct aussi, là. Les gens, tu sais, les gens en mangent maintenant là, du Marvel, du MCU. Fait que si on m'offre Ouais. une série de qualité, Mais why not? peut-être que on pourrait bypasser, puis là je suppose, là, mais on pourrait bypasser ça en lisant The Mighty Thor, qui Ouais. fait référence à Jane en Thor. Mhm. Peut-être qu'en lisant la bande dessinée, on pourrait aller chercher quelques informations qu'on aurait dans la série. Ou... Ouais, peut-être. Peut-être. C'est toujours plus intéressant de lire des, Mhm. des bandes dessinées. Ouais. que- En même temps, ils essaient toujours de suivre la ligne directive de la BD, mais de nous surprendre en même temps Ouais, pour pas que les ils gens amènent qui des nouveaux connaissent, éléments c'est ça, pareils. connaissent l'histoire par cœur. ou qui Mais ont le lu rendu plusieurs là, je pense qu'on parle même plus de BD. Là. Non? C'est ça. Rendu là, c'est complètement indépendant des comics. Là. Tu sais, je fais quand même. Maintenant, là, je suis convaincu que les séries télé, il y a tellement d'argent qui sont mis dans le budget. Je regarde, j'étais extrêmement impressionné, là. Lord of the Rings qui s'en vient, là. 500 Mhm. millions. Ouais. Wow. C'est fou, Ouais. là. Mhm. On va avoir de quoi de qualité. Wow. Je lisais un article qui expliquait comment que les gens qui maintiennent, dans le fond, Mais 500 millions, est-ce que ça inclut le marketing? Ah, je D'après sais moi, pas. oui. D'habitude, Ouais, ils je l'incluent pense. dans le budget. Mais c'est quand même, Puis c'est ils quand font même de des l'argent. gros Ça va être marketing la pour ces série affaires-là. la plus dispendieuse Wow. de l'histoire de Parce que, la tu sais, télévision. j'écoute quand même c'était Westworld qui a coûté extrêmement cher à HBO après, mettons, Game of Thrones. Ouais. Mais c'est rendu quelque chose. Du Game of Thrones. Il y a Netflix quand même là, qui me surprennent. Là. Ils sortent Mhm. des trucs cool, ils sortent des affaires. Là. C'est Pas trop Ah, cher en Ouais, plus. fait là. avec Ouais. des petits budgets. des petits Ouais. budgets. Mais autant que je dis ça dans le sens que j'ai écouté un épisode, c'était New Horizon, je pense, je me rappelle pas le nom exactement. Là. Tu sais, ça après 15 minutes, j'ai fait ouf, c'est correct. Ah, c'est-tu c'est le genre de. l'artefact qui atterrit l'artefact- sur la planète? Ah là? ouais, c'était nul. C'était nul. Hey, non, mais les effets spéciaux, là, c'est tellement années 90, là. Tu sais, je me dis là, rendu là, ils peuvent plus faire passer une histoire de qualité au-delà Non, non. du manque de budget dans des effets spéciaux. Là. Non, écoute, puis les vaisseaux, là, l'air en carton. Là, Ah non, c'est- c'est le cristal, l'artefact qui se pose, transforme en cristal, puis là, non. Non, j'ai l'impression qu'ils ont recyclé les décors de Star Trek 1960. Là. OK. C'est vraiment cheap.
Moi, j'ai écouté un épisode, j'ai arrêté. Ah, mais moi, j'ai écouté encore. Ah, ok. ben, coudonc. Ouais. OK. Toi, Paperman, ça m'allume, ça m'éteint? Hey, j'en ai plusieurs. Je vais essayer de faire ça. lâche-toi Je lousse. vais essayer de faire ça rapidement. André a amené le sujet, la série Tolkien. Pourquoi ça m'allume? Parce que il va avoir une équipe en arrière. Ils ont engagé un consultant spécialiste de Tolkien pour faire respecter tout ce qui est canon. Alors, tout ce qui va se faire dans la série ne peut pas, en aucun cas et en aucun temps, changer ce que Tolkien a écrit sur le Second Âge. Ils peuvent rien rajouter. Ils peuvent rajouter des personnages, OK. ils peuvent faire des trucs, mais tant que ça n'a pas été écrit, mais il faut que ça respecte les cadres que Tolkien a mis. OK. Puis Alors, cette personne-là, elle va communiquer avec la famille, avec... Elle est engagée par l'équipe, puis Ok. c'est vraiment un spécialiste de Tolkien. Et puis, il fait le Tolkien Estate et est en arrière. OK, de ça. dans le sens, dans le genre, là, tu mets pas Legolas dans le Hobbit. Non, ça, Ok. ça passera pas. Là. Je veux Ok. dire, oubliez là, les flashbacks avec Aragorn, là, puis oubliez ça, vous le verrez pas. Là. Ah, mais ça, ils ont dit qu'il allait y avoir aucun flashback. Non, non c'est plus. parce qu'ils peuvent pas. Je veux dire, écoute. Et pour les gens qui pensent qu'il n'y a pas grand-chose qui a été écrit sur le deuxième âge, là, détrompez-vous, il y en a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le deuxième âge. Alors, c'est pas évident. Les scénaristes qui vont travailler sur cette série-là, ils ont tous qu'un casse-tête en avant d'eux. Mais la personne, Tom Shepard, qui a été engagé, ou Shepard, je me souviens plus du nom qui a été engagé, c'est un des plus grands spécialistes de Tolkien au monde. Alors, ils ont vraiment quelqu'un de hyper doué avec eux autres. Fait que j'ai l'impression que ça va être... ils vont être limités, mais ils ont une belle marge de manœuvre s'ils ont de l'imagination. OK. Parce que le deuxième âge, c'est l'âge de l'apparition de Sauron, c'est l'âge où qui a forgé les anneaux, c'est la guerre entre les elfes et Sauron. Il y a des belles affaires à l'intérieur du deuxième âge, c'est très épique. Alors, ça couvre une grosse période de temps, on parle en milliers d'années. Fait qu'ils peuvent s'amuser vraiment beaucoup avec ça. Il suffit d'avoir une belle imagination, ils peuvent faire une belle série. Alors, j'avais peur de cette série-là, j'en ai déjà parlé ici. J'ai même fait un samétain avec ça à l'époque, parce que j'avais vraiment peur qu'il s'en aille un peu partout, là, genre mettre Legolas. Mhm. Tu sais, Ouais, mais on va peut-être voir son père. non, Mais c'est quoi, Ouais, c'est quoi le buzz de Legolas dans Ben, Hobbit? parce qu'il est dans le Hobbit, il est pas dans le Hobbit, là, Legolas. mais en Ok, même ok. temps, Mais ils son l'ont mis dans les père est films. dans le Hobbit. Ouais, je me son rappelle, père est dans le Hobbit, mais pourquoi, tu sais, je veux dire... mais Ça faisait un lien pour ceux qui n'ont pas lu les livres entre les films du Seigneur des Anneaux et les films du Hobbit, je trouve. Oui. Ça Ouais. faisait un lien. OK. Ouais, moi, je trouve que c'est Mais tu sais, absolument horrible. ils l'ont poussé un peu Ben, loin. écoute, c'est Machine Gun Legolas, là. Ouais, Je c'est veux dire, ça. J'ai l'impression que c'était un minigun ambulant, là. sur des flèches. Il manque jamais de flèches. T'sais, mais c'est parce que ça va plus loin que ça. Puis je me Ok. répète, puis je vais le répéter encore une fois. Je veux dire, le Seigneur des Anneaux, c'est l'âge des hommes. Le personnage qui en fait le moins dans les romans, c'est Legolas. Ouais. Est-ce que tu as l'impression dans le film que c'est le personnage qui en fait le moins, Legolas? Non. Mm. Pourquoi? Parce que ça représente la diminution des elfes, la diminution du pouvoir des elfes, parce qu'ils commencent à partir, ils disparaissent de la Terre du Milieu pour aller au Valinor. Ils laissent la place aux hommes parce que c'est comme ça qu'Iluvatar voulait avoir son histoire. Alors, en mettant un Legolas hyper badass qui tue tout le monde avec des flèches, tu prises l'essence même de la philosophie de Lovecraft. Mais tu non, fais non, pas Lovecraft, voyons, là. Tolkien, mais tu fais un maudit bochon, par exemple. Mhm. Tiens, c'est beau, je peux pas dire le contraire, là, on l'aime, Legolas, là, puis on fait comme mais non. Je vais te dire de quoi, je sais pas si j'ai raison, mais je pense que si on avait fait un film britannique, Ça aurait pas pogné. ça aurait pas pogné, mais ça aurait été plus respectueux mais ça aurait de pas l'œuvre. pogné. Mais justement, on n'aurait pas mis Jamais. ce côté extrême-là de Legolas. Là, on l'aurait Non. pas mis en valeur si ça avait Non, non, été puis british. ça aurait pas fait des milliards et des milliards au box-office, puis ça non, Mais je les suis d'accord fans, avec toi. les fans auraient pogné quelque chose, par exemple. Oui, sûrement, mais ça aurait eu une très, très petite base, là, je veux dire, ça aurait pas été la même popularité. C'est Hollywood. Il y avait- C'est ça, c'est Hollywood. Il y avait des billets à vendre. Eh Ouais, oui, tout à ouais, fait. ouais. C'est des billets à vendre, Puis mais encore une là. grosse campagne de marketing à rembourser. Eh oui, parce que ça doit avoir coûté cher, les droits. Je sais pas combien ils les ont payés, les droits, là, mais il leur avait dit, là, mais c'est pas 2 cents et demi. Là. Mais là, tu parles des droits de la série. Les là. droits, les droits des films que Peter Jackson a achetés, puis les droits de la série, Ok. c'est 4,5 millions, je pense. Wow. Rien que les droits. Non, je pense que c'est plus que ça. Les droits, je me semble que c'est énorme. là. C'est un prix de fou. Là. Bref, je sais pas, mais c'est pas grave. Mais c'est sûr qu'il fallait Ok. qu'ils vendent des billets. Là. Non, non, ça. T'sais. Mais en même temps, ça fait rien que. C'est rien que les vieux chiolus comme moi qui chiolent là-dessus. t'sais. C'est ça.
Fait que j'étais un vieux réactionnaire. Ben oui, mais non, t'es pas un réactionnaire, toi t'es pour le matériel source. Ouais, mais en parlant de réactionnaire, moi t'en réactionné un coup là. Ouais, là. ok. Parle-moi de matériel source. Je vais t'en faire un de Saint-Martin pas un gros là. Ouais. Puis c'est The Boys. Ah ouais? Ah, punaise. C'est une excellente série. C'est très beau. C'est super bien acté. Anthony Starr là-dedans qui joue Homelander, il est excellent. C'est une série irrévérencieuse, c'est vulgaire, c'est gore. Mais bon Dieu, c'est pas The Boys. OK. Oubliez ça, là. C'est The Boys pour les petits-enfants, là. Tu sais, c'est les Boys pour mes enfants de 3 ans, là. Tu sais, les gens, c'est aseptisé, c'est lisse, c'est calme, c'est tellement relax par rapport à ce que la BD a mis, là. Garth Ennis, il a créé quelque chose là, d'absolument extraordinaire à un niveau extrême. Et là, on l'a vraiment rendu beau, blanc, bleu. Tu sais, c'est lisse. Là, tu vas l'écouter, tu vas dire, mon Dieu, ça, c'est lisse par rapport à la BD. Oui, tu sais, c'est lisse par rapport. Mais effectivement. J'imagine qu'on est limité. On est limité. Ben oui, on est limité. Je veux dire, on est limité. Il n'aurait pas pu tout faire, mais j'ai trouvé que c'était encore une très mauvaise adaptation. Tu sais, et là, je l'ai dit encore, là, parce qu'il y a des gens qui me disent, t'as pas aimé la série. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Parce que j'ai fait un statut sur Facebook où j'ai dit que c'était une très mauvaise adaptation, mais en aucun cas, j'ai dit que la série est mauvaise. Fait que quelqu'un comme moi qui a pas vu la tu vas bande adorer ça, dessinée... tu vas aimer ça, tu vas adorer ça. Mais en ce moment, c'est le plus gros buzz. Là. Oui, Ouais. tu vas adorer ça. Les gens qui ne connaissent pas le comic vont adorer cette série-là. Les gens qui connaissent le comic vont détester cette adaptation-là, mais ils vont aimer la série. C'est un comic qui était publié chez quel éditeur? C'était, mon Dieu, c'était à l'origine, ça a changé de... OK. je me sens que c'était DC, je me souviens plus. Vertigo, probablement. Ouais, mais après ça a changé sur Dynamic Comics. OK. C'est parce que DC, c'est comme décroché de tout ça, là, parce que c'était trop élevé. Là. OK. C'était vraiment trop élevé pour eux autres. Là. Puis ils ont comme parti. Là. Puis écoute, on parle quand même de 70 numéros et plus. Là. OK. C'est une grosse série de Boys. Là. OK. Mais c'est Dynamic Comics qui l'a repris là, parce que c'était trop élevé. Encore une fois, je me répète, c'est une excellente série. C'est nettement supérieur à la cochonnerie qu'ils nous ont donnée avec Titan, qui ça est une mauvaise série en plus d'être une mauvaise adaptation. Ça, c'est une bonne série. Rien que pour Anthony Starr, il est incroyable. Il avait déjà été incroyable dans Banshee, mais là, il est une coche en haut. Là. C'est vraiment là, des performances d'acteurs super bons. Mais c'est pas The Boys. Tu sais, moi, j'ai pas retrouvé The Boys à l'intérieur de ça, à part les costumes là, qui sont pareils. Là, puis, mais il y a pas il manque quelque chose. Mais y avait-tu moyen de faire mieux que ça comme adaptation télé? Oui. OK. Quand je regarde Happy, chez Netflix, oui. Je pense que oui, il aurait pas allé plus loin que ça. Tu sais, je te donne un exemple. Là. Je te prends une scène. Tu sais, qui aurait pu passer sur Netflix, là. Une scène qui a été coupée au montage, où ce que Homelander, qui est un genre de Superman, là, mais vraiment un Superman complètement narcissique, fou, psychotique, là. Je veux dire, pour lui, l'important, c'est son image, là, c'est pas de sauver des gens. À un moment donné, il est sur le toit de l'Empire State Building, je crois, et il se masturbe. Ça, c'est dans la série télé, là. Il dit, je peux jouir sur New York, car je peux tout faire, parce que je suis le protecteur. Tu sais, je suis le plus fort, je suis le super-héros, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et ça, c'est exactement dans le style de la BD. OK. Mais ils l'ont coupé. T'sais, et c'est ça, c'est toutes des petites affaires dans le même. Il aurait pu le mettre dans la série, là. C'est pas si grave que ça. T'es pas obligé de montrer le geste, là. Tu fais rien que montrer le concept que ce gars-là, il est psychotique. Et ça amène tout un côté qu'on voit pas. On le sait qu'il est fou, mais à quel point qui est fou. Dans la BD, on le voit parce que c'était. Écoute, il peut manger des bébés, tuer des. Écoute, il est malade, là, ce gars-là. Là. Puis, mais il a le pouvoir de Superman. Fait que imagine-toi un Superman fou, là. C'est ça. Fait que j'ai été déçu, mais en même temps, ça reste le buzz. Ouais, le buzz, veut pas, Voilà. c'est que ça reste quand même. Pour monsieur, madame, tout le monde, The Boys, c'est de voir, mettons, les Avengers qui seraient dans notre monde à nous, là. Oui. Qui vivent avec le marketing, les films. C'est tout à fait ça. Moi, c'est Translucid qui est là, puis tu sais, qui bad trip. Je spoil pas rien, là, mais tu sais, c'est une petite anecdote, tu sais, qui arrive, puis son film a été leaké sur Internet 3 semaines avant de sortir au cinéma. Ouais. Puis il pense juste à ces chiffres qui vont. La perte d'argent que ça va occasionner. Ah ouais. C'est Mais, tout, c'est des anti-héros, dans le fond. C'est de t'imaginer, si je suis capable de voler ou tirer des lasers avec mes yeux, qu'est-ce que je pourrais m'amuser à faire péter avec mes yeux, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est vraiment à ce niveau-là. Tout ce qu'eux peuvent faire
dans un monde réel avec toutes les vices. Là, tu peux te l'imaginer. Ouais. Bon, ils font vraiment le tour. Mettons, je serais Ant-Man. Il y a une scène un peu qu'ils rentrent dans un bar, puis c'est vraiment flyé. Là. Puis il y a des gens qui ont des relations sexuelles dans les airs parce qu'ils sont capables de voler. Ils vont toucher un peu à tout. Oui. Okay. Mais c'est pas The Boys. Mais mettons, moi qui connais pas The Boys, moi j'arrive là-dessus puis je fais comme enfin quelque chose qui sort de l'ordinaire. Exactement. Alors ça reste une excellente série, mais une exécrable adaptation. OK. Bon, est-ce que je suis clair, là? J'ai aimé la série. Oui, clair, très clair. J'ai aimé la série, mais c'est absolument pas représentatif de ce que les comics est. Donc c'est un semi-samétain. C'est un semi-samétain et Anthony Starr est vraiment super. OK. Là, c'est écœurant, là. C'est vraiment super. Et je termine avec mon ami Clark Hutchinson-Smith. Alors je vais en lire une petite partie parce que c'est mon défi. Alors je lis une nouvelle par jour et je veux rien lire un petit paragraphe pour vous démontrer à peu près à quel point là. C'est léger et enjoué. C'est léger et enjoué. Hein. J'aime ça lire, tu le sais. Hein. Oui. Alors, ce que Fulbra, je vois un peu le contexte. Hein. Fulbra, c'est un roi et il va avoir la mort qui va arriver dans sa ville qui tue tout le monde. Mm-hmm. Et puis là, son sorcier va lui donner une bague qui le protège lui, seulement lui de ça, mais il lui dit si tu l'enlèves, automatiquement tu vas lancer cette malédiction-là où ce que tu vas être. Alors, tant aussi longtemps que tu vas l'avoir, tu vas être vivant. Alors, il part de sa ville abandonnée, parce qu'il n'y a plus personne dans la ville, pour aller dans une petite île où il y a de la famille. Mais il va être amené sur l'île des tortionnaires, qui est une île où les gens sont pas assez maîtres dans la torture. Et leur trip, eux, c'est de prendre des gens et les torturer pendant des heures et des heures et des heures et des jours et des jours, de façon les plus agréables possible. Alors lisons donc ça un petit peu. Oui. Alors ce que Fulba subit pour le plaisir pervers du roi et de son peuple ne peut être raconté en détail. Il va vous le raconter pareil en détail. Les abattants du Scastrophe avaient conçu d'innombrables sévices étranges et raffinés qui concurraient aux martyrs des 5 sens. Ils pouvaient tourmenter jusqu'à l'esprit de leurs victimes, les conduisant par-delà la folie, lui arrachant ses souvenirs les plus précieux pour y substituer d'indisibles adjections. Ce jour-là, cependant, les insulaires ne poussèrent pas la tortue à ses confins, mais ils n'épargnèrent pas les oreilles de Fulbra. Par la tortue, dévastée par une cacophonie sonore, des flûtes stridentes à glacer le sang, lui vrillaient le cœur, les percussions basses meurtrissaient ses tissus, et des tambours clairs lui toraudaient les os. Puis, ils l'obligèrent à respirer des émanations de bracero où se consommait un mélange de bile de dragons séchés, d'Atipokir, de cannibales et de bois nauséabonds quand le feu mourut. Ils le réanimèrent grâce à de l'huile de chauve-souris de vampires, cédant la puanteur. Fulba perdit connaissance. Plus tard, ils lui arrachèrent ses atours royaux et nouèrent en spirale sur son torse une cordelette de soie trempée dans un acide qui ne dissolvait que la chair humaine. Le liquide rongea sa peau avant de le dévorer, provoquant d'infinis tourments. Merci, bonsoir. Ça fait 5 jours que je lis des trucs de même. Je vois la mort partout. Et tu dors bien. Et je rappelle qu'il a dit que c'était trop terrible pour être décrit. Mm-hmm. Okay? Alors, et il rencontre une femme dans cette nouvelle-là qui va lui dire je vais t'aider, je vais te sortir de là, je vais t'aider, parce que t'es un roi, t'as pas d'affaire à être là, puis bref. Puis là, il l'attend, puis il dit faut que tu dures encore une journée de plus. Fait que là, il s'en va, il va se faire torturer une journée de plus. Là, il va se faire arracher des jambes. En tout cas, la totale, là. Puis il attend parce qu'il vit d'espoir que la fille va revenir pour se rendre compte au 3e jour qu'elle est dans la salle et que c'était une torture. Lui donner espoir de se sauver. Okay. C'était une torture. Alors, c'était une des tortionnaires. Et ça se termine que juste avant de passer au trépas, il va enlever sa bague. Et il va déclencher la mort de toute l'île et de tout le peuple parce que la malédiction va avoir. Alors, ça se termine quand même assez bien parce que la vengeance de Fulbra, c'est de tuer toute l'île avec la mort argentée. Une fin mitigée. Alors, c'est une fin mitigée. Alors, c'est comme ça. Les 5 premières nouvelles que j'ai lues, ce n'est que des trucs de nécromancie. Des gens qui réveillent des morts, qui couchent avec des morts, qui mangent des morts, qui se fait tuer par des morts. Waouh! C'est super bon, c'est super bien écrit, mais c'est lourd. Oui. Je pense que ton prochain défi va être plus léger.
Oui, je pense que oui. Je sais pas encore ça va être quoi, mais ça va être plus léger. Non, mais tu devrais. As-tu déjà fait un défi de roman à l'eau de rose? Hein, c'est pas une mauvaise idée, je préfère les harlequins. Bon, peut-être pas des. Ça pourrait être de la torture aussi. Ouais. Ouais. Mais Une non, autre mais sorte de je pourrais lire la pire torture qu'on pourrait me faire, là, ça serait de... Les 50 Shades. Exactement. Les 50 Shades et les Twilight. Ouais, ça, là, ça serait comme l'ultime torture extrême de lire, mettons, 10 pages par jour de 50 Shades of Grey avec mon Mais aspect. après, tu pourrais en parler. Oui. Mais je l'ai lu, le premier, ma chère. Ah bon, Ah ouais? Ah oui, j'ai lu le premier tome. Et puis? c'est ça qui est ça. Les petites Écoute, chaleurs? Non, absolument Non, pas. Depuis ce temps-là, t'as des goûts particuliers. Non, aucune chaleur là-dedans. Je veux dire, écoute, il y a des romans érotiques tellement plus intelligents et mieux écrits que ça, là. Ça, c'est épouvantable. Là. Il y a que lire True Blood, par exemple, là, c'est pas mal plus excitant que ça. Là. Ou J'ai parlé à quelqu'un dernièrement qui me disait que c'était de la science-fiction. Ah, c'est du grand n'importe quoi, là. C'est les infortunes de la Belle au bois dormant de Anne Rice, là. OK. Le sol, on tombe vraiment dans du EV, là. Ça, c'est horrible, là. Puis elle écrit mal. C'est OK. pas compliqué, là. C'est pas écrire, là. Je veux dire, c'est le démon en moi, à chaque phrase, c'est épouvantable. OK. Puis Twilight aussi, j'ai lu que le premier, puis ça arrêtait là. Bon. Fait que, ça serait une belle torture, ça. Mais en même temps, ça fait lire. C'est ça l'important. Oui, non, c'est sûr. Si ça amène des. Regarde, si quelqu'un comme toi dit à des gens qui aiment 50 Shades, ouais, mais il y a ça aussi. T'as aimé 50 Shades? Lis ça maintenant. Hey, je peux-tu compter une anecdote? J'ai-tu le temps? Envoie donc. Ben, 50 Shades. des podcasts, on a tout le temps le temps. Écoute, il y a 2 ans. Et là, je vais rester quand même assez vaste. C'était les vacances d'été. Et puis, nous, à la bibliothèque, on est ouvert au grand public. Et il y a un monsieur quand même assez âgé, je vous dirais là, dans 70-80 là, à peu près, là, qui vient à la bibliothèque, qui me demande s'il y a le tome 2 des 50 Shades of Grey. Puis là j'ai dit oui, mais il avait été emprunté, mais pas dans le système. Fait qu'il était marqué disponible, mais il était pas là. Fait que là, le monsieur était fâché. Il dit, tu vas faire une plainte à ton patron. Moi, je voulais le lire. Il me dit, je suis en train de faire une étude là-dessus. Là, je suis parti à rire. Puis là, il est encore plus fâché. Fait que là, j'en ai parlé avec mon patron à l'époque. Là, on avait bien ri de ça. Là. Je sais pas quel genre d'études qu'il faisait là-dessus. Là, Ben, il y a quelque chose peut-être à découvrir en arrière de ça. Je sais pas, mais comprendre le phénomène, justement. Mais bref, tu l'as jamais su. Ben non, je l'ai jamais su, puis je l'ai revu, le monsieur, parce que le lendemain, j'ai trouvé le livre, j'ai donné en présentant mes plates d'excuses, en lui disant que c'était une erreur de notre part et tout C'est ça. ça, et Alors, bonnes études. j'avais dit bonnes études, mais j'ai manqué rajouter, voulez-vous que je vous prête une boîte de Kleenex? Mais bon, bref, j'ai pas osé aller jusque-là. Mais tu vois, lui présenter les infortunes de la Belle au bois dormant, pour moi, il passait au trépas, là. OK. Ah, mais je vais peut-être le lire, moi. T'es-tu sûr que tu veux le lire? OK, non, peut-être pas. Même moi, je suis très fan de Anne Rice, mais je me suis pas lancé encore. dans C'est ça. vraiment, c'est vraiment très intense. C'est du, comment on appelle ça, du sadomasochisme. Ah, OK. Fois 1000. Là. Alors, OK, là, bon. C'est l'histoire de la Belle au bois dormant, mais mettons que le prince, il ne réveille pas pour fonder une famille. On s'entend, là? OK. OK. C'est ça. Je comprends. Imaginatrix, ça m'allume, ça m'éteint. Ouais, ben moi j'ai un ça m'allume. Je vous en parlais dans le pré-show tantôt. J'étais allée voir Yesterday au cinéma. Au départ, je m'en allais voir un film qui passait de la musique des Beatles, simplement. Là, c'était ça. Puis je trouvais que l'intrigue de base était intéressante. La façon qu'il amenait ça. Puis j'ai été vraiment contente de voir qu'on l'avait à Rivière-du-Loup parce que j'étais même pas sûre si on allait l'avoir. Puis on l'a eu juste une semaine. Puis j'ai dit c'est maintenant ou ben non, j'attends qu'il sorte. Puis je suis vraiment contente d'avoir pu y aller parce que j'étais arrivée là et j'ai pogné quelque chose. Oui. J'avais l'impression de
découvrir les Beatles en même temps que tout le monde, un peu, si on veut. OK. Parce qu'il y avait comme cette magie-là de les gens dans le film ne connaissaient pas les Beatles, puis là, il y a un gars qui arrive, qui le joue de C'est ces ça. tunes-là. Ben, pour eux autres, ils n'ont pas existé. Ils n'ont jamais existé. OK. Fait que les gens dans le film découvrent les tunes, il y a comme la frénésie qui se construit autour de ça au fur et à mesure que le gars sort des nouvelles tunes, puis j'embarquais là-dedans. J'embarquais dans cette folie-là. Tu parlais tantôt, là, les frissons quand t'as entendu Yesterday, quand t'as vu la fille, l'émotion qu'elle avait quand elle a entendu. Tu peux voir comment les gens vont réagir à la première écoute. Exactement. Le gars, il est avec une guitare, puis il gratte, puis il chante Let It Be, puis tu sais, le monde sont là, puis Ils sont tellement ils ont des figés. frissons, puis là, tu sais, le jeu d'acteur est excellent, là. Tu voyais qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'air, là. Est-ce qu'il aborde le côté moral dans tout ça? Est-ce que le gars, il m'a donné, il se sent-tu mal un peu? Complètement. C'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Okay. Le gars, il est le seul à connaître son secret. Tu sais, il ment au monde, dans le fond. Il leur dit qu'il a inventé ces tunes-là, puis les gens sont comme moi, mais comment tu fais pour inventer composer autant de tunes? Puis là, il l'acclame le meilleur compositeur ever parce qu'il compose rapidement des tunes très bonnes. Puis à un moment donné, il arrive à un point où justement, lui, ça fonctionne plus, là. Lui, il est tellement mal de faire ça. Et puis là, il fait un show où est-ce qu'il lance son album. Il clenche en partant Help, puis tu sens l'émotion dans Help. Tu le sens qu'il a besoin d'aide à ce moment-là, puis il va vraiment chercher ça. Puis après le show, il y a 2 personnes qui viennent le rencontrer pour y discuter, puis là, il y a comme une grosse remise en question. Il y a une scène coup de poing juste après ça, je peux vraiment pas vous dire c'est quoi, mais je m'en attendais pas. Puis tout le long que ça s'en venait, tu te dis OK, où est-ce qu'il s'en va? Qu'est-ce que ça va être? Puis là, t'avais hâte de voir, puis quand ça arrive, t'es comme hey, puis j'étais comme, je me suis gardé les 2 mains, puis j'étais comme oh non. Puis c'était de toute beauté. Pour moi là, c'est un super de bel hommage qu'ils ont fait aux Beatles. Plus, c'est un meilleur hommage, je trouve, que s'il avait fait un film, mettons, qui retraçait la vie des Beatles ou quoi que ce soit. Il y a plein de beaux petits cadeaux là-dedans pour les fans. J'ai vraiment pogné quelque chose, puis je voulais retourner le voir cette semaine. Malheureusement, il était plus là. Mais c'est ça, ça a été mon gros ça m'allume. Là. J'ai vraiment adoré ça. J'étais arrivée à la maison, j'ai sorti mes vieux vinyles, j'ai fait jouer des Beatles jusqu'à temps que j'aille me coucher le soir. Puis, si tu les avais eu dans ta voiture. Ouais, si t'avais eu à pied, un lecteur vinyle portatif. Lecteur vinyle. Lecteur vinyle portatif à pied. Ça se tient comme les boîtes de vendeuses de cigarettes dans le temps, là. Fait que c'est ça, j'avais des bonnes attentes envers ce film-là, puis ils ont été entièrement comblés. Je suis super contente de l'avoir vu au cinéma parce que justement, avec le son puis tout, là, ça m'a donné des frissons. Je trouve que l'acteur, je sais pas si c'est lui qui chante les chansons, j'ai pas vérifié, mais les chansons sont chantées avec un petit punch de plus. Puis au niveau de la musique aussi, il y a un petit punch de plus que ce que les Beatles faisaient. Fait que c'est quand même assez intéressant, là, ça nous embarque encore plus. Puis... Fait que c'est ça mon Samelume cette semaine. OK, pas de samétain. Non, il y a eu des samétins, mais moi, les samétins, ça vient puis ça repart, puis ça reste pas. C'est éphémère. On met ça en dessous du tapis, puis c'est réglé. Toi, André, as-tu des samalumes samétins? J'ai un samalume. Aujourd'hui, Mindhunter saison 2 sur Netflix. Oui. Ça, là, j'ai dévoré la saison 1, puis j'ai extrêmement... C'est ce que je vais faire tantôt. Là. Moi aussi, je commence à Faut que je mette Casa de Papel de côté, mais je commence l'épisode 1. J'ai tellement aimé cette série-là. Là. C'est une petite anecdote là, sur Xbox, quand t'écoutes du Netflix, puis tu fais, mettons, 5 heures d'affilée, il y a des succès que tu débloques. Il dit que t'as fait 5 heures. Oui? Ah ouais? J'ai débloqué mon premier 5 heures sur Mindhunter quand je me suis clenché ça une soirée de 7h à 1h du matin. L'acteur qui joue Kepler, il est extraordinaire. Il est pareil. Ah ouais, c'est impressionnant. Mais là, dans la saison 2, ce qui est Manson qui va apparaître. Il a l'air pareil, il me semble, ce que j'ai vu, là.
Il était peurant. Tu sais, c'est ce que moi, j'ai adoré cette série-là. Le côté un peu. Tu sais, les agents du FBI qui vont un peu essayer de cerner les psychologies des meurtriers en série, puis qui n'étaient pas à l'époque encore désignés. Les serial killers n'existaient pas encore. Okay. Fait que eux, c'est eux autres qui ont ont comme inventé le terme, mais inventé le terme tout en découvrant un peu comment que ces gens-là fonctionnaient dans leur tête, puis ils servent de ces éléments-là pour résoudre des enquêtes qui opèrent au moment même. Puis ça, j'ai adoré ça. La saison 2, c'est à voir comment ça va défiler, puis... C'est 2 personnes réelles, là. Je veux dire, ces personnes-là ont existé, qui ont vraiment ouais, fait puis ça. Manson, j'ai écouté la série Dark Tourism, qui était sur Netflix aussi, là. C'est des gens qui vont faire du tourisme, puis c'est hors du commun un peu les activités qu'ils vont entreprendre, là. Mais aux États-Unis, il y a des endroits où tu peux vraiment aller visiter des gens qui trippent sur Manson, puis c'est comme si c'était un dieu quasiment, là. Et puis il y a des théories du complot, des théories dans le fond qui étaient innocents, puis c'est vraiment spécial, là. Mais ça faisait partie un peu je trouve ça quand même impressionnant qu'il y ait des gens qui se tenaient à jour encore dans tout cet univers-là, puis ça date quasiment, ça va pas faire 50 ans, là. Mais cette semaine, via les médias sociaux, à cause d'une blague qui a mal tourné, grosse chicane entre les fans de Ted Bundy et les fans de Charles Manson. Ah ouais, il y a des fans. Tu te rends compte que ces gens-là ont des fans. C'était quoi J'ai aucune. Je sais pas pourquoi ils chicanaient lequel qui était le meilleur tueur en série des deux. J'ai aucune idée. C'est Ted Bundy. Probablement, mais. Peut-être plus beau. Moi, je me rappelle, tu dis ça juste à part, là, je me rappelle de la tuerie à Dawson. Je parlais de ça avec une fille à un moment donné, puis elle m'a comme nommé le nom du gars tout de suite. Mais tu sais, comme avec de l'admiration, là. Tu sais, comme... Ah, ouais! Tu sais, c'était Tom Vergil, je me rappelle plus. Ouais, Kim Vergil. Kim Vergil. Tu sais, puis comme toute comme contente de me le dire, tu sais, puis j'étais comme... T'as-tu lu avec le trench coat, ça? Ouais. Parce que Sébastien Boucher me dit de la boutique, à l'époque, il y avait la boutique, puis il me disait que le lendemain, il y avait des gens qui venaient le voir pour se commander des trench coats. Oh boy. Ouais. C'est même l'époque de Bowling for Columbine. Puis ils ont retourné un grand coup de pied dans le derrière, là, sans vouloir dire tu fous, toi, on dit niaiseux. C'était clairement là, relié à ça. C'est pas la matrice? C'était peut-être ça. C'était peut-être la matrice dans le fond, là. La matrice 5. Un 4. Le 4. On commence par le 4. Mais si on met Animatrix comme étant peut-être on parlait de mass shooting. Mon samétain, ça date quand même de la semaine passée. Ouais. Mais c'est Walmart qui retire tous les jeux ou les images violentes de leur tablette. Mais ils laissent les fusils là. Mais ils laissent les fusils encore là. Puis en même temps, je peux comprendre qu'une compagnie comme ça veut essayer de faire un move pour montrer qu'ils sympathisent avec ces tragédies-là. Mais en bout de ligne, c'est d'accuser, donner la faute sur les jeux vidéo. Il n'y a rien qui a dit... oui, mais c'est les jeux vidéo qui nous rendent violents. Voyons donc. C'est pas le heavy metal? Aussi. Oui, un beau mix. Hey, mais en tout cas, je trouve que les cassettes VHS de Face à la mort que tu regardais dans ton auto. C'est extrêmement hypocrite comme industrie. Peut-être qu'ils savent eux autres aussi qu'ils sont en train de perdre une part du marché, du physique. Fait qu'ils s'en foutent un peu, qu'ils vendent peut-être pas autant de copies de Call of Duty qu'avant. Puis Walmart, en même temps, je veux dire... Ils ont fait de quoi pour le public, ils ont fait de quoi pour atténuer les fureurs, j'imagine. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent sinon? Je veux dire, c'est pas eux autres qui vont imposer aux Américains d'aller suivre des cours de port d'armes, là. Faut que ça passe par en haut. Mais c'est clair qu'ils n'ont pas pris la bonne solution, mais ils ont essayé de faire quelque chose. Ouais. Mais s'ils n'avaient rien fait, ils se seraient fait critiquer. C'est ça qui arrive. Là, ils ont fait de quoi? Je pense qu'ils essaient de faire quelque chose, mais en même temps, c'est que tu viens vraiment dire que c'est de la faute des jeux vidéo. Ouais. Je peux comprendre. Il y a Call of Duty a déjà été très très loin là, dans son Modern Warfare 2 où c'est qu'il y avait un épisode dans le jeu où c'est que tu jouais le rôle du terroriste qui rentrait dans un aéroport puis tu tirais sur des civils. Puis c'était ça pendant 10 minutes de temps. Tu faisais que tirer sur des gens qui couraient. À un moment donné, je trouve ça un peu psycho. Je trouve ça tiré par les cheveux un peu. Là, mais il veut pas... Il y a une éducation derrière ça. Mais Walmart, ce move-là, je l'ai trouvé un peu cheap shot. Puis je veux pas... On parlait tantôt de tuerie, là, c'est comme le documentaire Bowling for Columbine où c'est quand il retourne avec une des victimes de Columbine au Walmart,
puis il veut faire rembourser les balles qu'il y a dans lui. Là, il y a encore des morceaux de balles qui sont pris dans son corps, puis il arrive au comptoir là-bas, puis il dit on fait un retour, on vient retourner les balles que vous vendez qui tuent du monde. T'sais. C'est un peu mieux ça. C'était qui avait fait ce film-là? C'était-tu c'est Michael Moore? C'est Michael Moore. Lui, Michael Moore, c'est son ouais. genre. Ouais. Puis c'était assez flyé. Je veux pas, il y a une grosse éducation derrière ça, mais les États-Unis, Mhm. je veux pas rentrer là-dedans. Là, mais Mais je suis d'accord avec toi. De tirer sur les jeux vidéo, excusez l'expression, là, c'est poche. c'est facile. Ouais. C'est facile. Ils sont tellement drôles, les memes sur Internet en ce moment qui font Oui. genre, t'as la personne qui accuse les jeux vidéo sont violents, puis t'as toujours le chat. Le petit chat, ouais. Le petit chat qui fait comme ouais, ben moi j'ai enlevé l'échelle dans ma piscine dans les Sims pendant que mon Sim se baignait. T'sais. Moi je l'ai fait, là. J'ai laissé mon Sim se noyer. Je vais voir ce que ça allait faire. Mais non, ou genre je construis une maison dans Skyrim pour ma femme et mes enfants. Il y a un côté, je veux pas, au niveau du gaming, là, tu peux pas accuser ou. Ouais. C'est ça, on met la faute sur Pong aussi là, quand on... Ouais, Pong, la première, c'est la première apparence de jeux vidéo. de violence là, C'est de ça. jeux vidéo là, La en 1960. Naissance de la violence. C'est Pong qui est montré au public. Là. C'est ça. Puis Il y a là, tout, là. c'est dommage, ça a tombé sur les jeux vidéo, mais on cherche tout le temps une bête à abattre. Oh là. oui, absolument. C'est pas les C'est- jeux vidéo, ça va être la musique. C'est pas, ça peut pas être la faute de la personne même. Il faut que ça vienne de C'est quelque juste part. une question parce que c'est Système. vraiment le média le plus interactif qui se rapproche à te donner un feeling de pouvoir tirer Ouais. du gun. Mhm. Mais tu sais, personne n'a accusé la matrice. Là. Je veux dire, la matrice, Mhm. c'est que ça, tirer du gun, puis faire des flips, puis tuer des agents de police. Puis, tu sais, veux pas, de tous les temps, il y a toujours des bons, des méchants, tu tires du gun, mais tu Je sais. veux dire, Ah ouais. puis je pense pas qu'ils se mettent à sortir des jeux vidéo où est-ce qu'il va y avoir un personnage qui va aller tirer sur des minorités, exemple. Je pense pas que ça mettons, existe. dans la mission, non, mais Non, tu dans sais, la mission, ouais, on c'est- s'entend, Il n'y a pas là. dans Grand Theft Auto, tu peux C'est pas ça, faire ça. non, c'est ça, tu peux faire tout ce que tu veux dans certains jeux. Là, Dans mais... Grand Theft Auto, là, Mais les ce qui est minorités drôle, ils en là- mangent une Ah oui, il en mange une solide. solide. Mais c'est parce que ce qui est drôle, la Grand Theft Auto, puis c'est une vidéo que vous irez voir sur YouTube, là, c'est des vidéos au ralenti de séquences. Parce que ce qui est beau dans la Grand Theft Auto, c'est la physique qu'ils ont réussi à simuler, qui est parfaite. Là. Le gars part à courir, puis donne un coup de poing, mettons, à une grand-mère qui boit un café. Tu sais. C'est extrêmement violent. Mais de le voir au ralenti, tu sais que c'est un jeu. Le café revole, le chapeau revole, puis moi je trouve ça hilarant. Ou du monde qui se font botter en char au ralenti dans ce jeu-là, c'est vraiment drôle. Oui. Mais c'est pas drôle, mais tu sais, en tout cas. Et de constater que dans certains quartiers, il y a des annonces de poulet frit. Moi, ça m'a fait rouler à terre. Ouais. Je me disais, voyons donc, ils ont-tu vraiment mis des annonces de poulet frit dans ce quartier-là? Oui. Dans le Dans Grand Theft Auto ouais, 5. ils ont ciblé des. Tu vois, Oui. faudra que je vérifie. Les endroits où les femmes ont les plus grosses fesses, là. Ok, ouais. Ah, c'est Il y a un terrible. lien direct. c'est Ça, puis de l'orange croche. ou c'est du assez jour, irrévérencieux. De la liqueur au raisin. Mm. T'existes-tu de la liqueur au raisin? Tout existe, Oui. le cœur de tout. Faut pas. Moi, je me suis déjà trompé. J'ai déjà calé une bonne gorgée de liqueur au raisin en pensant que c'était du cola. Ça fesse. Ça fesse. Si vous l'avez fait avec de la root beer en pensant que c'était du cola, imaginez que de la liqueur au raisin, c'est quelque chose. Quand tu sais que c'est de la liqueur au raisin, c'est déjà moins pire. Mais oui, ça existe de la liqueur au raisin. André, merci d'être venu. Ça fait plaisir. C'est sûrement pas la dernière fois. On va avoir le Ça va être plaisir. à vous de. On va avoir le plaisir de Laisse se la- rejaser, Oui. de jeux, de n'importe quoi. De toute façon, tu as plein de passions Ouais. actuellement, puis tu vas en avoir plein d'autres nouvelles dans le courant de la semaine. Ouais, j'aimerais ça que ça ralentisse, là, mais. On va voir. Mais non, regarde, on est C'est la vie. fait de même. Ouais. On aura un autre épisode dans 2 semaines. On a déjà décidé du thème, Oui. puis on sait que ce n'est pas un iceberg, c'est une planète au complet. Ouais, on peut le dire. Nous allons parler de l'école. Back to school. Nous allons parler de l'école dans la culture populaire et dépendamment du temps et de l'invité qu'on a, si on a un invité, j'aimerais aussi qu'on parle de la culture populaire dans l'école. Oui, effectivement. Alors, Moi, je pense qu'il y a quelque chose, on a quelque chose là. c'est une très grosse planète. Très, très grosse planète, en effet, parce que si vous y pensez, tout ce qui est culture populaire, tout ce qui est geek et qui implique une école réelle ou fictive, c'est pas dur à trouver.
peu importe l'académie en question. Qu'on se limite. Je pense qu'on va se faire un petit top 5 chaque, puis on va essayer d'en rester là. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, sur notre site internet podcastdécrinqué.website, sur notre chaîne YouTube ou sur les différentes plateformes de streaming. À tantôt, à bientôt pour un autre podcast décrinqué.